Voilà, l'enregistrement est lancé, donc bonsoir à tous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à me dire là d'où vous vous connectez, là d'où vous m'écoutez. Donc voilà, je vois quelqu'un qui est de Namur là, qui vient de poster. Donc je vois que bon, j'ai déjà pu voir que vous étiez un peu de toute la France et de Belgique notamment. Pour l'instant, je n'ai vu personne ni de Suisse, ni des pays tropicaux d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez étonnant. La dernière fois, il y avait à chaque fois des gens soit dans le sud-est asiatique, soit en Afrique qui nous suivaient. Là pour l'instant, je n'en vois pas. Ben là, donc, bienvenue à tous. Et donc, voilà, donc je vous invite à apprivoiser le chat déjà en, en me laissant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en me laissant un petit mot pour me dire de là où vous êtes. Et nous allons commencer donc cette conférence dont le thème va être le début, hein, comment commencer un jardin, un nouveau jardin. Et comment observer le sol. Donc les deux thèmes sont liés parce que suivant les qualités de notre sol, on ne va pas s'y prendre de la même manière pour commencer le jardin et ensuite le cultiver dans les années qui suivent. Alors, quelqu'un de Lozère, ah, décidément, il y a du monde de Lozère, c'est chouette ça. Deuxième personne. De Haute-Loire aussi, tiens, où c'est en Haute-Loire? Et quelqu'un de Bretagne également dans le 56. De Haute-Loire aussi encore, Alonso, décidément, ben on est nombreux de Haute-Loire, la Lozère, Haute-Loire, le Massif central est bien représenté, c'est super ça. Ah, c'est sûr que cultiver en montagne, c'est pas la même chose que cultiver dans l'Hérault, ou dans les zones méditerranéennes ou dans les plaines de l'ouest de la France. Là. Donc Pradelles en Haute-Loire, effectivement, de Bourg-Argental, là, oui, toi tu m'as déjà suivi, je crois, tu avais déjà suivi une conférence. Effectivement, nous sommes tout proches là. C'est la Loire, mais c'est tout proche de chez moi. Ok, super, donc la Drôme, on a un peu de partout, Maine-et-Loire, à côté de Tens, c'est pas très très loin de chez moi du coup. En effet, parce que je suis à Saint-Didier-en-Velay maintenant. Encore les Côtes d'Armor, encore des Bretons, décidément, hein, des Ariégeois. Ok, super. Bon, je vais lancer le thème d'aujourd'hui. Donc voilà, le sol. Donc d'abord, comment apprécier la qualité du sol. Alors déjà, ça va nécessiter d'observer. Effectivement, on peut observer l'environnement, on peut observer plein de choses. On ne pourrait pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. C'est sûr que observer l'environnement, observer le climat que l'on a, observer où nous sommes par rapport à la topographie, tout ça, c'est des choses qui déjà vont avoir leur importance. Et puis observer directement le sol. Donc là, comme c'est un peu ma spécialité, je vais me focaliser vraiment sur l'observation du sol. Et je vous ai préparé un mini diaporama. Donc pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà, qu'on puisse voir les principaux aspects du sol que l'on peut regarder et qui vont avoir une importance en fait pour prendre des décisions par la suite pour le jardin. Je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent encore de Haute-Garonne, de Trièves aussi, encore l'Isère, décidément, il y a du monde dans l'Isère, et aussi depuis la Haute-Savoie, quelqu'un qui va bientôt aller dans le Massif central aussi, dans la Creuse. Alors, je vais donc partager. Voilà. Donc, tout d'abord, donc le sol. Donc, voilà, tout d'abord, ce qu'on va observer, ça va être la surface du sol. Donc, qu'est-ce qu'on a en surface? En surface, là, ici, c'est un cas peut-être un peu idéal, en tout cas un cas plutôt intéressant. On voit que là, on a plein de turicules, on a une surface plutôt irrégulière, hein. On a quelque chose, donc du coup, l'eau qui pourrait éventuellement ruisseler sur ce sol-là va être très vite interceptée, va être très vite bloquée dans son infiltration, va être très vite bloquée dans son ruissellement et va très vite, au contraire, s'infiltrer assez facilement dans ce sol-là. En plus, on peut observer là, bon là c'est très évident sur la photo, mais ça n'est pas forcément toujours autant, mais qu'on a une trace en plus d'activité biologique, ce qui est plutôt bon signe effectivement pour la qualité du sol que l'on s'apprête à cultiver. Voilà. Le cas un peu contraire, le cas un peu opposé, un état de surface, là c'est un vignoble dans le Var par exemple, donc là c'est quelque chose de tout à fait classique dans des terrains agricoles. Là on a une terre agricole qui a perdu sa structure. On va parler juste après de ce qu'est la structure, hein. Mais voilà, on voit que là, sous l'impact de la pluie, des gouttes de pluie, on voit que la surface du sol s'est complètement encroûtée et devient une surface complètement lisse. Et là-dessus, sur une surface comme ça, l'eau va ruisseler très facilement et du coup, risque de disparaître, de partir vers les cours d'eau. Et puis en plus, si elle prend de la vitesse, elle risque de provoquer aussi de l'érosion. Donc effectivement, là, c'est plutôt une situation, quand on voit ça en surface, on peut se dire que c'est quand même pas génial. Alors, on part a priori de situations pas très très bonnes. Voilà, si maintenant on creuse un peu le sol, on va avoir ce qu'on appelle un profil de sol. Donc voici un exemple, hein, comme on pourrait trouver des milliers d'autres
d'autres exemples comme ça. Donc, où l'on va avoir donc, voilà, on va avoir différents horizons. Donc là, vous le voyez le marqueur là, je pense, bon, j'espère que oui. Donc un horizon de surface, par exemple ici, qui est plutôt noir, hein, plutôt riche en matière organique. Et puis plus on va en profondeur, plus on observe que l'horizon est de plus en plus clair. C'est tout à fait normal, c'est naturel parce que la Terre devient de plus en plus minérale quand on va plus en profondeur. Hein. Et on observe différentes choses. On observe notamment les racines. Où vont les racines? Est-ce qu'elles rentrent facilement dans le sol? Est-ce qu'elles descendent facilement? Ou au contraire, est-ce qu'elles vont être bloquées à un certain niveau? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il est important d'observer. Il est évident que plus le sol que l'on a est profond, meilleur c'est. Donc, si vous avez un sol qui a idéalement plus de 80 cm de profondeur d'exploration potentielle pour les racines, c'est l'idéal. Après, bien sûr, vous pouvez avoir toutes sortes d'intermédiaires. Si vous avez 40-50 cm, c'est moyen, mais c'est quand même faisable. Si vous commencez à descendre en dessous de 30 cm, là, on est dans des situations plutôt défavorables, surtout si en plus le sol est assez séchant, si on est dans un climat un peu sec. Donc là, on aura peu de réserves en eau. Donc là, effectivement, ça peut être assez problématique. Voilà, quelque chose que l'on observe aussi. Donc là, on voit aussi également des racines. Hein, donc là, mais on observe ici sur ce sol-là très facilement toutes les galeries que l'on voit, toute la porosité du sol, et notamment les galeries fabriquées notamment par les vers de terre, hein, que l'on observe très facilement sur ce profil-là. Et là aussi, évidemment, plus on a de cette porosité, plus les racines vont pouvoir rentrer facilement dans le sol, et meilleur ça sera. Donc là, ça c'est assez lié. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un maximum d'exploration racinaire de vos plantes. Que ce soit des plantes qui sont présentes avant la mise en culture. Hein. Si par exemple vous avez une pelouse avant la mise en culture, vous pouvez regarder comment se développent les racines dans ce sol-là. Et donc plus ça va profondément, meilleur c'est. Voilà, donc là, regardons maintenant un petit peu justement ce qu'on appelle la structure. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la structure du sol? C'est quand vous observez le sol, vous allez observer deux choses, deux paramètres qui sont souvent un peu confondus, qui vont être la texture et la structure. Alors, je vais vous poser une petite question. Tiens, vous pouvez me répondre dans le chat, ce qui vous vient. Si je vous parle de la texture d'un sol, quels sont les adjectifs qui pourraient caractériser la texture d'un sol? Dites-moi, mettez-moi dans le chat quelques mots. Alors, je vois que Marc n'a pas de son. Là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Alors, texture meuble, grumeleux. Alors, on parle bien de texture meuble, argileux. Oui, alors argileux, je valide. Par contre, grumeleux, meuble, je ne valide pas. Le toucher, alors effectivement, le toucher va être le sens qui va nous aider. Limoneux, effectivement. Granuleux, ça ne veut pas dire grand-chose en pédologie. Sableux, oui. Calcaire, non. Calcaire, c'est plutôt la chimie. Granuleux, non. Argile, sable, limon, d'accord. Sableux, sablonneux, schisteux. Schisteux, ça va plutôt désigner la roche qui est à l'origine. Hein. Donc, ça ne va pas forcément désigner la texture ou la structure d'un sol. Sableux, unifère, c'est pas vraiment la texture, c'est désigne la matière organique. Poreux, non. Friable. Collant, alors collant, effectivement, souvent c'est lié à l'argile, donc on peut le valider. Souple, effectivement, souvent un sol souple, c'est plutôt un sol limoneux ou argileux. Dur, alors dur, ça va plutôt être lié justement, c'est pas être lié à la texture. Compact, aéré, compact, difficilement modifiable. Limon, aéré, lourd. Voilà, lourd, oui, lourd, ça désigne la texture. Alors, ok, on va s'arrêter là sur le chat. Donc, effectivement, la texture, ça va désigner en fait la taille des particules de sol, de particules minérales que vous avez dans votre sol. Donc, plus c'est fin, plus c'est collant, et c'est ce qu'on va appeler un sol argileux. Plus c'est grossi, au contraire, plus c'est rugueux, c'est ce qu'on va appeler un sol sableux. Donc, l'argile, c'est des particules inférieures à 2 microns. Le sable, c'est des particules entre 50 microns et 2 mm. Donc, c'est des particules beaucoup plus grossières, qui vont avoir un toucher beaucoup plus râpeux. Entre les deux, on a les limons qui ont un toucher beaucoup plus doux. Donc ça, c'est la texture du sol. Ça désigne simplement la taille des éléments qui sont présents dans le sol. La structure, par contre, c'est un peu tous les autres adjectifs que vous m'avez mis, hein, quand vous m'avez parlé de grumeleux, de compact, etc., etc. Ça désigne la structure du sol, c'est-à-dire comment ces particules sont agencées entre elles. Est-ce qu'elles sont agglomérées très fortement entre elles et que du coup, les racines ne peuvent même plus pénétrer dedans tellement elles sont fortement liées, ou au contraire, est-ce qu'elles sont complètement déconnectées les unes des autres, ou au contraire, est-ce qu'elles sont agrégées en grumeaux avec une belle porosité entre les deux. Compact, oui, j'ai dit quoi que j'ai pas dit compact? Oui, c'est bien possible, hein, effectivement. Oui, quand c'est très fortement lié, c'est compact. Hein. Souvent, en pédologie, on va plutôt parler de structure massive, c'est-à-dire que vraiment, quand on regarde cette structure, on voit
c'est fait presque comme des pierres. C'est pas des pierres, bien sûr, mais ça fait presque comme des pierres, tellement les particules sont très fortement liées entre elles. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de structures. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis des… Voilà, on va effacer tout ça. Voilà. Voilà. Là c'est un exemple de structure. Bon, là, c'est un sol sableux, donc c'est ce qu'on voyait la photo qui a été juste avant. Donc, c'était une zone en proximité d'un cours d'eau où en fait c'est du sable qui est déposé régulièrement par les crues. Donc là, il y a très peu de structure, il y a très peu de cohésion entre les particules. Là, ce qu'on va appeler une structure particulière. Donc là, ce genre de structure, bon, ça peut être intéressant parce qu'il y a de la porosité, mais par contre, c'est très instable, c'est-à-dire que ça va très facile, ça peut éventuellement se compacter très facilement ou être très facilement érodé, voilà, voilà, on peut avoir souvent quand même des difficultés avec ce genre de structure. La deuxième situation, là on est au contraire dans un bois, là, on va voir que la structure est complètement différente, pourtant sur une texture assez proche, hein, plutôt sableuse, sablo-limoneuse également. Voilà. Donc là, la structure est beaucoup plus grumeleuse. Là, on voit au milieu de tout ce qui est débris organiques, on voit vraiment des petits grumeaux de sol là, que l'on voit là, que je vous montre là. Donc ça, ces grumeaux ronds comme ça, c'est vraiment lié à l'activité biologique. Donc ça, c'est plutôt bon signe d'avoir une structure plutôt arrondie. Voilà, donc ici, voilà, vous avez là, c'est une structure beaucoup plus intéressante. Là, bah, vous avez une situation encore différente. Là, c'est un sol plus argileux. Donc là, la texture est assez différente de ce qu'on avait juste avant, beaucoup plus argileuse. Et si on regarde là, les mottes, on voit que là, les mottes sont très anguleuses. On a vraiment des mottes qui sont liées au travail du sol. On a peu d'activité biologique. En tout cas, cette structure qu'on voit là est beaucoup plus due à l'outil qu'à l'activité biologique. Alors, quand je dis activité biologique, c'est aussi bien les racines des plantes que les vers de terre, que les insectes, etc., qui sont dans ce sol-là. Donc là, voilà, on voit vraiment un sol qui est une structure qui est voilà, beaucoup plus mécanique et aussi souvent, très souvent, si on faisait un test de stabilité, très souvent instable. Donc instable, ça veut dire qu'elle risque de se compacter facilement si on circule avec des engins en mauvaise condition, qu'elle risque aussi de se compacter sous l'effet des gouttes de pluie, etc. Donc voilà, on peut vite avoir des problèmes dans ce genre de sol. Voilà, là je vous ai mis un cas extrême un peu pour le fun. Là, sous la roue d'un tracteur carrément. Voilà, donc là c'est vraiment une structure qu'on peut appeler massive. Donc là on voit les arêtes sont complètement anguleuses et même on se retrouve avec des mottes de terre qui sont difficiles à casser et qui forment des arêtes très très vives. Donc là c'est vraiment lié non seulement, c'est pas seulement au travail du sol, mais surtout à la compaction liée aux engins. Donc voilà, donc si on observe des choses comme ça peut être aussi en profondeur. Là c'est en surface parce que c'est sous la roue d'un tracteur, mais ça pourrait être en profondeur s'il y a eu par exemple un labour, par exemple. Enfin, des labours dans de mauvaises conditions ou du travail du sol fait dans de mauvaises conditions. Le travail du sol n'est pas forcément problématique. Du travail du sol fait dans de mauvaises conditions peut créer des compactions et donc avoir ce genre de structures qui sont effectivement néfastes pour la mise en culture. Autre chose que l'on peut observer, c'est quand on regarde un profil de sol. Donc là, c'est une photo qui a été prise en milieu tropical, mais j'étais en Camargue, par exemple, au mois de décembre. J'ai observé des profils tout à fait comparables à celui-ci. Donc on peut observer ça tout à fait chez nous, en zone tempérée. Voilà, là, c'est vraiment ce qu'on appelle un sol qui est hydromorphe, donc qui est engorgé en eau une partie de l'année. On voit dans cet horizon-là, c'est la dénomination des différents horizons. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Le G, ça veut dire le glé, hein, la glaise. Voilà. Et on voit ces taches rouges et bleues là, qui sont liées en fait à la réduction du fer, enfin la transformation du fer en milieu appauvri en oxygène qui donne ceci. Et effectivement, ça peut être défavorable au développement des racines. Alors, si on veut cultiver du riz, c'est très bien, mais si on veut cultiver des légumes, c'est moins bien. Si on veut cultiver du blé, c'est carrément mauvais. Voilà, donc suivant les plantes, bien sûr, ça va être plus ou moins gênant. Mais voilà, donc ça, c'est le genre de choses qui va aussi nous inviter à aller vers tel ou tel mode de mise en culture. Voilà, je vais revenir là. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, on y reviendra plus tard. Voilà, pour faire ces petites observations-là, donc je vous dis simplement, vous creusez un petit profil de sol, simplement, et vous regardez. Vous pouvez éventuellement en faire plusieurs, surtout si votre terrain est en pente ou si vous voyez qu'il y a plusieurs milieux, si vous voyez que la végétation est différente à différents endroits, la végétation spontanée, je veux dire, est différente à plusieurs endroits du jardin, c'est qu'il y a peut-être plusieurs sols différents, donc ça peut être intéressant justement de regarder ça. Alors, au niveau outillage,
Vous n'avez pas besoin de choses bien compliquées, vous avez besoin d'un peu d'eau pour tester la texture. Donc la texture, ce qu'on a dit, donc quelqu'un a marqué le mot du toucher, c'est tout à fait juste. On va mouiller le sol, on va l'humidifier. Il ne faut pas que ce soit trempé, il faut que ce soit juste humide. Effectivement, donc là, vous pouvez trouver facilement sur Internet les différents tests, tests du boudin, etc. Déjà, le toucher, est-ce que le toucher est collant, doux ou râpeux, hein. Donc là, déjà, ça nous indique plus si on est plus collant, c'est plus l'argile, doux, c'est plus le limon, râpeux, c'est plus le sable. Euh, c'est, euh, vous pouvez après faire d'autres tests, comme le test du boudin, le test de la boule, etc. Vous pouvez le mettre dans un verre d'eau pour tester la stabilité structurale du sol, hein. Voilà, si vous le mettez dans l'eau et que vous voyez que, hop, que, que ça s'éclate littéralement et que ça fait vite une couche de terre uniforme en bas du verre, c'est que la structure est très instable. Si au contraire, 2 jours plus tard, vos agrégats n'ont pas bougé, c'est que la structure est très stable. Pour observer la texture, on peut prendre du matériel très sophistiqué. Par exemple, j'ai ceci là, voilà, que je vous montre, hein. C'est un couteau de cuisine, hein, voilà, basique, plutôt rigide, voilà, donc pas un truc trop souple, hein, une lame plutôt épaisse, c'est bien. Voilà, donc c'est là vous pouvez aller farfouiller dans le sol. Comme ça, vous voyez déjà si vous rentrez facilement ou pas le couteau. C'est un signe de compaction si vous ne rentrez pas le couteau. Et puis, vous regardez après la forme des agrégats que vous sortez à différents niveaux du sol. Vous pouvez regarder ça. Et si vous voyez qu'il y a un niveau où il y a, par exemple, de la compaction, c'est un problème qu'il va falloir prendre en compte pour la mise en culture. Donc ça, je vous invite vraiment, si vous commencez la mise en culture d'un jardin, à aller regarder, à aller ouvrir le sol, à aller faire un petit trou sur 50 cm. Plus si vous pouvez, après c'est pas forcément évident, puis sur un petit jardin, ça va commencer à faire beaucoup de perturbations si on commence à faire un grand trou, hein, c'est sûr. Donc voilà, déjà sur 50 cm, on fait un petit profil cultural, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, ce genre d'opération est quand même assez importante à faire pour savoir à quoi on va s'en tenir. Donc, ce qui va notamment nous guider, c'est est-ce qu'on a des niveaux où on a de la compaction, en surface ou pas, hein. J'ai vu d'ailleurs parmi les personnes qui m'ont posé des questions avant la conférence, qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est là, la personne qui a parlé qu'elle voulait mettre en culture un chemin voilà, qui allait à un hangar au fond du jardin, hein. Je ne sais pas, cette personne est là, ça m'intéresse qu'elle se. Oui, tu es là, super, Raphaël. Ok, voilà, mais c'est très bien. Tu pourras réécrire ta question, réécrire ta situation, je serais intéressé d'en parler. En tout cas, je pense qu'il y a des situations où le travail du sol quand même va être vraiment important. Voilà, ce sera important d'aller remuer la terre pour pouvoir casser certaines compactions, hein. Là, si on veut le faire avec les racines des plantes, ça risque de prendre beaucoup, beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On observe ça. On a par exemple un sol profond ou peu profond. On a un sol hydromorphe ou pas. On a un sol. Quand on dit hydromorphe, souvent c'est une partie de l'année, hein, bien sûr. C'est très rare les cas où on va devoir mettre en culture des sols qui sont engorgés en eau toute l'année parce que c'est des marécages et là on n'aura pas l'idée d'y mettre un jardin. Mais par contre, on peut avoir des sols qui sont engorgés en eau une partie de l'année, souvent typiquement en fin d'automne jusqu'au début du printemps. Voilà, là c'est assez typique d'avoir pendant cette période-là un engorgement en eau. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc ça, c'est les questions que l'on peut se poser. Donc, et de voir du coup qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence sur la mise en culture. Alors déjà, dans beaucoup de cas, si vous observez ça, vous allez voir que vous n'avez pas d'hydromorphie. C'est quand même, dans la majorité des cas, c'est comme ça. C'est quand même, heureusement. Dans la majorité des cas, dans beaucoup de cas, vous n'allez pas avoir de problème de structure particulier. Si vous êtes sur un sol enherbé, souvent, vous avez un truc assez correct en surface, en général. Des fois, il peut y avoir des cas où ce n'est pas le cas, hein. Mais voilà, en général, on peut avoir une structure assez correcte. Si on est dans cette situation-là et qu'on a un sol relativement profond, si on a au moins 40-50 cm de sol, bon, le sol en tout cas explorable par les racines, hein, parce qu'on peut avoir 50 cm de terre arable et que les racines soient bloquées à 20 cm par un niveau compact, hein, donc ça attention. Mais en tout cas, si les racines peuvent explorer le sol, et même si le sol, s'il n'y a que 20 cm de sol, il peut y avoir dessous une roche poreuse dans laquelle les racines peuvent rentrer. Donc là, du coup, ce qui importe, c'est la zone que les racines explorent, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc, si vous avez donc une épaisseur de sol suffisamment importante, vous n'avez pas de problème particulier. Là, vraiment, mon invitation, c'est de partir, comme j'en parle souvent dans le blog, c'est vraiment de partir avec des préparations simplement par occultation. Donc là, on a un terrain qui est correct. Donc, on va essayer de ne pas casser. Il peut être même parfois vraiment très bon, hein. Ça arrive si on peut avoir une très belle structure biologique, bien structurée par les vers de terre, par exemple, les champignons, les bactéries, etc. Dans ce cas, ce serait dommage d'aller casser tout ça pour aller, par exemple, monter des buts.
monter des buts, ça peut être intéressant dans certaines situations, mais attention à ça. Donc là, on peut partir sur de la préparation par occultation, dont il est très souvent question quand on parle de maraîchage sur sol vivant ou de jardinage sur sol vivant. Voilà. Donc les méthodes par occultation, on peut avoir toutes sortes de choses. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre un matériau occultant directement sur l'herbe. Le plus simple, mais pas le plus écologique, c'est d'aller mettre une bâche plastique. Mais ça fonctionne. On peut tout à fait partir avec ça. C'est une bâche plastique. Alors, idéalement, une bâche plutôt… Enfin, ça va dépendre des situations, mais souvent, une bâche type d'ensilage, une bâche non tissée peut être assez intéressante parce qu'elle ne laisse pas passer l'eau. Alors, ça peut paraître paradoxal. Souvent, on a l'idée contraire. Il vaut mieux que ça laisse passer l'eau. Oui, mais le problème, c'est que si ça laisse passer l'eau, ça va la laisser passer dans un sens, mais par contre, ça ne laisse pas s'évaporer dans l'autre sens. Donc, du coup, on peut avoir un engorgement en eau sous la bâche. Ça va dépendre des situations. Si on est en situation plutôt sèche, ce problème-là ne va pas trop être gênant. Si par contre, on est sur un sol qui a tendance un peu à être un peu hydromorphe au printemps, ben, ça peut être très gênant. Et on peut vraiment créer l'hydromorphie là où il n'y en avait pas. Donc ça, c'est quand même dommage. Alors qu'avec une bâche d'ensilage, on a beaucoup moins ce risque-là. Parce que justement, on ne laisse pas passer l'eau ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, type bâche d'ensilage, en tout cas une bâche non tissée. Voilà, vous pouvez après, bien sûr, faire ça avec toutes sortes de matières organiques. Avec par exemple de la paille, évidemment. Alors la paille, bien sûr, gare aux limaces, c'est quand même un matériau qui attire énormément les limaces. Pourquoi pas avec du foin, si vous avez du BRF, pourquoi pas. Bon, le BRF, attention quand même quand vous êtes en sol lourd, sol argileux, argilo-limoneux, faites attention surtout s'il est un peu humide. Faites attention, donc voilà, vous risquez là aussi, un peu comme avec la bâche non tissée, de créer une hydromorphie parce que là vous allez accumuler l'eau en dessous, attention à ça. Là, quelqu'un me demande fumier de cheval. Là, je verrai les réponses plus tard, mais bon, quelqu'un me demande fumier de cheval. Fumier de cheval, oui, vous pouvez toujours en mettre, par exemple, dessous, sous le mulch que vous mettez pour occulter. Mais ce fumier de cheval, lui, va plutôt servir à amender. Vous n'allez pas occulter avec juste du fumier de cheval. Il en faut de grosses quantités et vous risquez de trop en mettre si vous voulez occulter juste avec du fumier de cheval. Et en plus, avec du fumier de cheval, vous risquez aussi de ramener éventuellement des graines. Qui vont germer. Donc, du coup, il vaut mieux qu'il soit dessous, sous quelque chose, et donc, du coup, qu'après, qu'il se fasse enfouir par les vers de terre. Quelqu'un me dit le carton, bien sûr. Si après, vous n'avez pas beaucoup de matière organique, le carton, ça reste la solution pratique, effectivement. Mettre du carton et, par exemple, des tentes ou du foin par-dessus, voilà, ou de l'ensilage, si vous avez, pourquoi pas. Voilà. Tout ça, ça va être assez intéressant. Vous pouvez aussi faire ça, si vous n'avez pas de BRF, faire ça avec ce que j'appelle des brefs, mais ce n'est pas vraiment le terme, en tout cas des branches de bois raméo entassées. Ils ne sont pas vraiment foulés dans ce que je fais, mais des branches feuillues, comme ça, que l'on rajoute sur le sol, bien sûr, que l'on rajoute, et puis du coup les feuilles vont tomber au fur et à mesure que ça sèche, quoi. Et puis après, on peut retirer les branches avant de mettre en culture. Et puis éventuellement rajouter des tontes par-dessus pour si l'herbe commence à passer à travers. Voilà. Donc ça aussi, ce que l'on appelle les bois raméo entassés. J'aime bien les appeler brefs quand même s'ils ne sont pas foulés. Mais voilà, comme Dominique Soltner, exactement. Par contre, Soltner, lui, vraiment, il passe au tracteur dessus, il les foule vraiment, ce que je ne fais pas. Donc il y a quelques articles dans mon blog sur les brefs. Dans mon cas, c'est plus des brefs. Voilà, des BRE plutôt que des brefs. Mais voilà, j'aime bien le mot bref, c'est comme du BRF, mais en plus rapide, quoi. Donc, je trouve ça assez bien. Voilà, du bocassa. C'est qu'on peut mettre du bocassa en dessous. Alors, les diamants ne sont pas conseillés parce que c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher, en fait, les diamants pour mettre sur le sol. Non, je plaisante. Le bokashi, pourquoi pas. Oui, après, là, effectivement, là on va plutôt toucher la fertilisation. Donc là, ça ne va pas forcément être le focus aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement parlé de bokashi, mais il y avait l'année dernière, au mois de mai, j'avais fait une conférence plus axée sur la fertilisation et les apports organiques au printemps. Oui, bien sûr, on peut mettre le bokashi, pourquoi pas, le fumier, voilà, toutes ces matières-là qui ont plus une vocation fertilisante que d'occultation. Voilà. Pour l'occultation, on va plutôt être sur des matériaux à fort rapport carbone-azote. Donc voilà, comme le carton, comme la paille, comme le BRF, comme le foin, même si c'est un rapport un peu moins important, ou pourquoi pas des apports qui fonctionnent aussi, mais voilà, comme pourquoi pas de l'ensilage, effectivement, ça peut aussi fonctionner, même si là, le rapport carbone-azote est quand même plus faible. Et que là, l'ensilage aussi, et le foin également, auront des effets fertilisants déjà un peu plus marqués, ou au moins d'amendement. Voilà, donc ça, c'est la préparation par mulch. Alors, quand est-ce qu'on fait ça? Alors, souvent, on lit chez Dominique Solter, par exemple, il parle de le faire à l'automne. C'est effectivement une possibilité, et c'est très bien de le faire à l'automne pour attaquer sur des cultures primeurs. Bon.
pourquoi pas. Par contre, si on veut attaquer plus sur des cultures d'été, des tomates, je sais pas, des haricots, etc., des aubergines, des courges, et souvent, les jardiniers débutants, c'est là-dessus qu'ils vont aller. C'est plus facile. Hein. C'est les cultures d'été, même si elles vont demander souvent de l'irrigation, elles sont plus faciles à gérer, ça se repique, c'est des grosses graines à semer, alors que les cultures primeurs, souvent, demandent plus de technicité. Donc, du coup, si on cherche plutôt des cultures qu'on va implanter fin avril, début mai, voire début juin, si on implante le mulch à l'automne, on va arriver au moment de la plantation, tout sera complètement enherbé parce que l'herbe sera passée à travers le mulch. Donc, on peut le faire maintenant. On peut tout à fait faire ça même dès la sortie de l'hiver, dès fin février, début mars. Je dirais ça, en tout cas, dans les climats plutôt doux où on a une longue saison. Hein, si vous êtes dans l'ouest de la France, si vous êtes dans le sud-ouest, si vous êtes dans le midi méditerranéen, ouais, vous pouvez faire ça. Si vous êtes comme moi sur les plateaux de la Haute-Loire, on a un problème, c'est le réchauffement du sol, qui va être plus marqué. Parce que si on se loupe, si le sol reste froid trop longtemps, après la saison va être trop courte derrière pour qu'on puisse avoir des cultures, pour que les cultures arrivent à terme. Donc effectivement, il faut être assez vigilant à ça. Donc là, on peut le mettre plus tard. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est on peut laisser l'herbe un peu pousser, éventuellement la faucher, et puis remettre du mulch, du coup par-dessus l'herbe, fin avril, pourquoi pas même début mai, c'est tout à fait possible, et mettre en culture tout de suite après. On n'est pas obligé d'attendre que l'herbe soit décomposée en dessous. Ce n'est pas du tout indispensable sous ces mulches. Alors là, je parle effectivement de mulch organique, que l'on veut cultiver à travers. Si on met une bâche, effectivement, là, par contre, on est un peu obligé d'attendre 2 mois, parce que après, si on enlève la bâche, et bien après, on n'aura plus rien dessus. Alors effectivement, si on cultive à travers la bâche, pourquoi pas, hein, les maraîchers font beaucoup ça. On peut aussi le faire au jardin ou l'envisager pour la première saison, par exemple, c'est tout à fait possible. Si on cultive à travers la bâche, effectivement, on peut tout à fait du coup laisser la bâche et effectivement mettre à travers. Et puis là, effectivement, même si la bâche a été mise 2 semaines avant, c'est pas gênant. Même si l'herbe n'est pas décomposée dessous, c'est pas gênant. Ok, je vois qu'il y a déjà des questions, on va y revenir. Alors là, je vous ai parlé de la situation en fait où on est dans un cas où ça va bien, hein, où ça va, on n'a pas de problème particulier de sol à gérer et on peut démarrer avec ces techniques d'occultation. Si par contre vous repérez qu'il y a un problème, alors par exemple, je prends par exemple l'exemple je vais prendre un peu l'extrême exemple comment il s'appelle, de Raphaël Mercier, là, voilà, qui est là, voilà. Et donc il m'a expliqué, voilà, il a écrit voilà sa situation. Voilà, j'ai une maison avec un jardin, un garage au fond du jardin. L'ancien propriétaire mettait sa voiture à l'abri. J'ai donc un chemin d'accès de 40 mètres de long et 3-4 mètres de large qui a été recouvert de cailloux depuis 30 ans. Le sol est très compacté, il est difficile d'enfoncer un couteau dans le sol, je te crois. Je souhaite supprimer ce chemin et faire revivre ce sol mort. J'envisageais de ne pas toucher au sol, de semer directement moutarde, sarrasin, puis des plantes avec des racines plus profondes pour que les racines finissent par casser le sol avec le temps. Typiquement, dans ce genre de situation, là, on est un peu dans un cas extrême, hein, où vraiment là, la dégradation est très, très avancée. Donc là, c'est-à-dire qu'on a un sol qui a très peu d'activité biologique. Un sol n'est jamais mort, hein. Il y a toujours une activité bactérienne ou quoi dedans. Un sol mort, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça, des fois, on peut nous critiquer quand on parle de jardinage ou de maraîchage sur sol vivant, de dire que tous les sols sont vivants, et c'est vrai. Après, il y en a qui sont plus vivants que d'autres. Voilà. Donc là, dans le cas de Raphaël, effectivement, on a un jardin qui est un sol qui est en un très mauvais état. Il y a de l'activité biologique, mais très très peu. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même, juste à côté, il y a probablement de l'activité biologique dans la pelouse qui était du coup au bord de ce chemin. Donc du coup, ça c'est quand même intéressant. Ça veut dire que ça peut remigrer plus facilement. C'est pas comme si on avait un champ, sur 15 hectares où on a un terrain complètement dégradé. On n'est pas dans une situation aussi dramatique. Mais par contre, effectivement, la dégradation sur le chemin là a été très avancée, probablement une très forte compaction. Ce serait très intéressant de savoir jusqu'à quelle profondeur tu as cette compaction. Hein. Voilà. Est-ce que c'est 15 cm? Est-ce que c'est 20 cm? Voilà. C'est probablement assez profond parce que certainement qu'on a bien damé tout ça pour faire le chemin. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait 15-20 cm au moins de compaction, voire plus. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pas étonnant. Là, pour le coup, ça vaudrait vraiment le coup d'aller passer, si possible, qu'il y ait un paysan qui vienne simplement passer un coup de décompacteur, une dent Michel, un chisel, voilà, cailloux sous-soleuse, enfin, pour enlever les cailloux, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais s'il n'y a pas spécial. Les cailloux étaient déjà enlevés, hein, apparemment, hein, les cailloux étaient en surface. Hein. En tout cas, un coup de sous-soleuse, voilà, les différents outils
qui vont permettre de travailler le sol idéalement, alors sans le retourner, encore que là, si on le retourne dans cet état-là, ce n'est pas très très grave, hein, parce qu'on ne va pas enfouir la vie de surface en profondeur, vu qu'il n'y en a pas. Donc même un labour peut tout à fait être justifié dans ce cas-là, hein. Donc là, c'est vraiment une situation où je n'aurai aucun souci à employer les grands moyens pour vraiment casser la compaction. Alors bien sûr, on n'est pas forcément dans des situations aussi difficiles, mais effectivement, si vous observez de la compaction dans les 20 premiers centimètres, que ce soit sur tous les 20 premiers centimètres ou en surface ou une petite zone liée à un passage d'outils à un moment donné, ça vaut le coup d'aller mettre un coup d'outil pour venir casser tout ça. Ça va vraiment faciliter les implantations. Donc là, vraiment, je recommande vraiment le travail du sol dans ces cas-là. Voilà, bon, il y a beaucoup de questions qui fusent là. Il va falloir que je revienne, que je revienne sur tout ça. Voilà. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire des buts? Alors, sachant qu'on a toutes sortes de buts différentes, voilà, de différents types de buts, hein. La butte dite de permaculture, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, en tout cas, ça veut souvent, dans l'esprit des Français, ça veut dire des buts où on a enterré du bois. Souvent, c'est ça. Bon, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la permaculture, mais on appelle ça souvent but de permaculture. Mais bon, pourquoi pas. Ou que ce soit une simple levée de terre, hein, où on a pris la terre des allées, on a fait des planches un peu surélevées, pourquoi pas, des ados, pourquoi pas des buts lasagne. Bah, tiens, direct, je vais commencer un peu par les buts lasagne. Les buts lasagne, typiquement, ça c'est intéressant pour mettre en culture des terrains incultivables. Parce qu'en fait, on cultive hors sol dans la lasagne. On cultive dans la zone où on a empilé des matières organiques, on a fait des couches de matières organiques, et de différents types de matières organiques et de terre, éventuellement de compost, etc. Donc, je ne rentre pas dans les détails des lasagnes. Voilà, vous pouvez facilement trouver des infos sur Internet là-dessus. C'est vraiment une technique qui demande énormément d'intrants. Il faut avoir énormément de matières organiques à disposition. Ce n'est bien que pour les très petites surfaces et pour des zones, ça ne vaut le coup de faire ce travail-là, à mon sens, que si on est sur des zones incultes, quoi. Souvent, vous avez un sol complètement squelettique directement sur la roche, pourquoi pas? Comme ça, vous allez pouvoir cultiver 2-3 légumes là-dessus. Mais voilà, on va quand même être très limité au niveau quand même de l'autonomie. La butte lasagne, voilà, c'est un peu une curiosité, ça peut être intéressant, ou pourquoi pas, même si vous êtes en ville, si vous voulez cultiver sur une terrasse, pourquoi pas. Voilà, là effectivement, la butte lasagne peut être intéressante. Alors bien sûr, il faut beaucoup l'arroser, il faut être très présent, hein, pour que ça puisse fonctionner. La lasagne, c'est en gros une culture dans un tas de compost, en fait. C'est un tas de compost à froid, hein, à faible température. C'est vraiment ça l'idée. Après, effectivement, on peut monter des buts. Alors, monter des buts, personnellement, je vois deux raisons principales de monter des buts. Si on est dans le cas d'un sol hydromorphe, en tout cas avec une hydromorphie proche de la surface, voire carrément en surface, c'est-à-dire vraiment si vous avez une hydromorphie qui apparaît à moins de 20-30 cm de la surface, quoi, assez superficielle, pourquoi pas? Là, effectivement, ça vous permet d'avoir un sol qui va rester hors d'eau, notamment pendant les périodes humides, et notamment d'implanter des cultures primeurs. Alors cela dit, si vous faites un potager un peu loisir ou vous ne faites que des légumes d'été, déjà je suis beaucoup plus réservé. Mais effectivement, si vous voulez mettre en culture assez tôt en saison, à des périodes où le sol est engorgé en eau, effectivement, là, la levée de terre peut se justifier. Après, bon, l'histoire d'enterrer des matières organiques, pourquoi pas. Après, je reste assez réservé. Il faut faire attention là aussi, hein. Là, par contre, pour le coup, si on a justement de l'hydromorphie à faible profondeur, les matières organiques risquent de se dégrader dans de mauvaises conditions. Je suis assez réservé sur ces techniques-là. Bon, pourquoi pas dans des cas très spécifiques, peut-être dans des zones très sèches, pourquoi pas. Mais sinon, je reste quand même assez réservé sur ces méthodes-là. Autre chose qui va être intéressante, une autre situation où les buts vont être justifiés, c'est si vous avez un sol superficiel. Si vous avez moins de 20-30 cm de sol, effectivement, de faire une butte, ça va vous permettre de cultiver sur 50-60 cm, et donc vous allez avoir plus de place. Par contre, attention, surtout si vous êtes en climat sec, vous avez aussi plus de surface d'évaporation. Donc, il va falloir plus arroser. Attention, la butte, c'est pas quelque chose pour les pays secs. Voilà, on peut éventuellement le faire, mais effectivement, ça va être quelque chose qu'il va falloir bien gérer. Donc, de bien gérer, souvent, ça veut dire beaucoup d'irrigation, donc ça veut dire avoir accès à l'eau aussi de façon en quantité suffisante. Donc, attention à ça. Voilà, je suis assez. Soyons prudents quand même sur l'utilisation du coup des buts, notamment en climat sec. Voilà. Donc il y a des cas où ça se justifie agronomiquement. Après, on peut le justifier d'autres manières, pour l'ergonomie, pour l'esthétique, pour ça. Alors pourquoi pas? Alors si après vous trouvez que vous avez envie de faire ça pour des raisons d'ergonomie ou d'esthétique, pourquoi pas? Allez-y. Mais pas une justification agronomique, clairement.
Voilà, là, on rentre dans du land art, ou on rentre, pourquoi pas, dans des modes de jardinage pour des personnes. Voilà, comme par exemple, je parlais dans le livre Jardiner sur sol vivant de ce qu'avait fait Georges Cossantelli, qui est à Marseille, qui est malvoyant, par exemple. Voilà, donc, on voyait qu'il a fait tout un aménagement adapté à des personnes malvoyantes, effectivement. Donc là, pourquoi pas. Là, effectivement, ça se justifie parfaitement, mais ce n'est pas une justification agronomique. Rien ne dit que le sol n'avait peut-être pas forcément besoin de ça pour être mis en culture. Par contre, ça aide fortement le jardinier pour des raisons de santé. Mais vraiment, si vous avez un sol hydromorphe et si vous avez un sol superficiel. En dehors de ces deux situations-là, ça ne se justifie pas. J'ai vu qu'il y avait eu des remarques, effectivement, Damien qui me dit derrière la sous-soleuse, il faut tout de suite ressemer une plante type engrais vert pour éviter que le sol ne se referme. Oui, effectivement, je suis allé peut-être un peu vite, c'est tout à fait exact. Voilà, c'est tout à fait exact. Effectivement, la nature est horreur du vide, il faut absolument ressemer quelque chose dessus, éventuellement mettre un mulch, mais c'est mieux qu'il y ait des racines vivantes quand même qui cultivent, qui travaillent le sol. Et ça, c'est vrai aussi d'ailleurs quand on met en place par mulch. J'ai vu quelqu'un dans les questions, je ne sais pas s'il est là, qui voulait préparer un sol en vue de le mettre en culture l'année prochaine avec du BRF et des cartons. Non, vous ne laissez pas pendant un an un sol sous un mulch. Hein. Il faut planter rapidement. Il faut qu'il y ait des plantes vivantes. Ça, c'est important. Un sol est créé par des plantes vivantes. Alors bien sûr, après, il est fabriqué par tous les animaux du sol et notamment les vers de terre, mais c'est les plantes vivantes qui amènent l'énergie à ce sol-là. Donc, et puis aussi qui participent à le structurer avec leurs racines. Donc, un sol ne doit pas rester couvert d'un mulch pendant des durées immensément longues, hein, surtout. Je vois qu'il y a plein de... Voilà, il y a des messages qui arrivent. Ah, ok. Alors, bon, je vois qu'il y a énormément de questions. Donc, je vais tout de suite commencer à y répondre. Je vais remonter un petit peu pour voir, pour ne rien louper. Alors, je crois... Ok, je crois que voilà. Là, on en revient, j'arrive là où il y avait les adjectifs sur la texture. Alors, Mandragore me demande si le sol compact est bon pour les carottes. Alors là, non, justement, au contraire. Les carottes, elles vont avoir besoin d'un sol avec une structure assez fine, justement, pour pouvoir descendre facilement et grossir facilement. Dans un sol compact, elles risquent de faire une petite boule, quoi. Elles ne vont pas faire grand-chose. Voilà, donc au contraire, un sol compact n'est pas favorable aux carottes. Pour le coup, un sol qui a une structure un peu particulière peut être tout à fait favorable aux carottes. C'est souvent ce qu'on voit dans les landes, par exemple. Quand on cultive des carottes dans les sables des landes, on a parfois des structures comme ça, de type particulière, vraiment où il y a très peu de cohésion entre les grains de sable. Bon, ça, du coup, la carotte, elle va très facilement là-dedans grossir. Après, ces sols-là, ils ont aussi des problèmes. Ils peuvent facilement s'encrouter, voilà, ils peuvent facilement se refermer, donc ils peuvent avoir de gros défauts quand même. Mais voilà, donc l'idéal, c'est quand même un sol plutôt meuble, effectivement, plutôt aéré, grumeleux, aussi bien pour les légumes racines que pour les autres d'ailleurs. Je n'ai rien pu faire dans mon jardin, il y a 20 cm d'herbe, dans un mois, personne pour faucher. Que puis-je faire? Alors effectivement, faucher, là, ce serait quand même utile de faucher, de venir faucher à la mairie de Rodez. Ah oui, donc du coup, c'est un jardin, enfin, c'est un espace vert urbain. Oui, forcément, à cause du confinement, il n'y a personne pour faucher. Ouais, alors, c'est vrai que ça pourrait être bien quand même de passer un coup de fauche, ou sinon de passer un troupeau de moutons qui va venir un peu nous brouter tout ça et nous raccourcir tout ça. Et là, effectivement, là-dessus, après, mettre un mulch, hein, simplement. Hein. Ça peut être fait dans le courant du mois d'avril, tout à fait. Hein, ça peut tout à fait se faire comme ça. Mais après, là, en effet, bon, là, on a le problème particulier lié au confinement. Donc là, je crois comprendre que c'est un jardin municipal. Bon, donc là, voilà, mon invitation serait de partir là-dessus, hein, de partir sur pouvoir faucher idéalement, et puis ensuite. Mais c'est vrai que j'ai pas bien compris si dans ce jardin, parce que quel est l'objectif derrière? C'est de faire un massif d'ornement, c'est de faire un potager, est-ce que c'est juste de tondre? Parce que là, voilà, là c'est pas très très clair. J'ai pas très bien compris, Marie-Christine, quelle était la finalité en fait la finalité de ça. En tout cas, si tu peux, voilà, éventuellement, si tu peux mettre des précisions pour que je réponde plus précisément par la suite, voilà, tu peux en rajouter dans le chat. Alors, tac, le carton. À quelle épaisseur? Oui, c'est vrai, effectivement, je n'ai pas précisé les épaisseurs pour l'occultation. L'occultation, idéalement, une vingtaine de centimètres. Alors, ça va dépendre de quoi. Hein. Si c'est du BRF, 10 centimètres, c'est largement suffisant. Puisque après, ça fait beaucoup. Après, le sol, il va mettre beaucoup de temps à digérer ça. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire ça une première fois pour la mise en culture, mais après, de ne pas avoir à le refaire, hein, clairement. Hein.
voilà. Voilà. Si c'est de la paille, un truc un peu aéré, paille, foin, il faut vraiment viser une bonne vingtaine de centimètres. Et si on veut faire même des pommes de terre sous mulch, ça peut être bien de viser encore plus, même une trentaine de centimètres si on peut. Donc forcément, c'est sûr que ça demande quand même des apports de matière organique assez conséquents. Mais par contre, c'est vraiment pour la mise en culture. Ah oui, là, il y a notre ami Bocassa, là, et ses diamants, d'accord. J'ai posé une base d'ensilage il y a 3 mois sur une prairie. Après avoir disposé du bois en décomposition, l'herbe est bien morte, mais je me demande si le bois aura servi à quelque chose. Ben oui, il servira toujours à quelque chose, hein. Il va accueillir toutes sortes de champignons, notamment de bactéries, d'insectes qui vont participer à le décomposer. Donc oui, oui, il aura de toute façon servi à quelque chose. Il a une action complémentaire à la décomposition de l'herbe. Donc oui, oui, bien sûr, c'est toujours intéressant de rajouter, de diversifier les apports qu'il y a qu'il y avait sous la bâche. Et effectivement, 3 mois de bâche ensilage, c'est largement suffisant. Là, on peut l'enlever et puis en mettre en culture. Et souvent, même dans ces cas-là, avec la décomposition de l'herbe, on a une très belle structure en surface, un peu le couscous, comme diraient les Bourguignons. Peut-on utiliser du BRF vieux de quelques mois ou doit-il être vert et juste broyé? Alors, le BRF, il y a beaucoup de choses effectivement sur le BRF. Qui sont souvent très dogmatiques. Voilà, si le BRF est vieux de quelques mois, vous pouvez bien sûr parfaitement l'utiliser. Il va être simplement différent d'un BRF frais. Notamment, il va avoir un rapport carbone-azote. Donc, pour le rapport carbone-azote, je renvoie à ce que j'ai raconté l'année dernière au mois de mai, hein, c'est pour vous expliquer les matières organiques à amener au printemps. Je vous renvoie vivement à cette conférence ou aux articles que j'ai pu écrire justement sur les BRF ou sur l'azote dans mon blog, hein. Il y a beaucoup d'articles sur ces sujets-là. Un BRF vieux de quelques mois, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser et même il y aura moins de risques de fin d'azote. La fin d'azote, c'est si on amène des matériaux très carbonés au sol et que sa décomposition, du coup, vient concurrencer la nutrition des plantes. Hein, quand les champignons, les bactéries qu'ils décomposent prennent l'azote et du coup, ils prennent l'azote du sol qui, du coup, n'est plus disponible pour les plantes. Donc, d'un vieux BRF, surtout si c'est en cette saison, même, il vaut mieux utiliser un vieux BRF plus ou moins composté qu'un BRF frais. Un BRF frais, ça va être beaucoup mieux d'utiliser à l'automne. Alors, on peut l'utiliser au printemps sous certaines réserves, hein, notamment si vous avez mis du fumier ou du bokashi ou des déchets de cuisine en dessous. Hein, voilà, effectivement, pourquoi pas. Mais sinon, on va éviter d'amener du BRF maintenant et d'aller l'incorporer au sol, par exemple. Là, on risque de rien récolter du tout, hein, voire d'avoir les plantes qui vont pousser, jaunir et disparaître. Et au mois de juin, on n'aura plus rien dans le jardin, quoi. Donc voilà, donc attention à l'utilisation des matières très carbonées. Maintenant, si vous les mettez, effectivement, si vous l'utilisez en occultation, comme je disais tout à l'heure, c'est bien sûr sur l'herbe. Donc ce qui est au contact du sol, c'est l'herbe qui est verte en décomposition, qui elle, par contre, a un rapport carbone-azote qui est bas. Donc le risque de fin d'azote est bien moins important. Cela dit, si vous choisissez d'utiliser du BRF, qui est quand même un matériau qui se décompose assez rapidement, qui est assez dynamique au niveau de sa décomposition, ce serait quand même prudent de rajouter de la fertilisation. Soit, effectivement, comme je disais avant, en mettant une couche de matière azotée en dessous, comme des déchets de cuisine, ça peut être très simple, ou soit en rajoutant un engrais, par exemple, soit un engrais du commerce, un engrais bio du commerce, soit de l'urine, par exemple. Ou pourquoi pas du fumier, ou des tontes aussi, hein, voilà, toutes sortes de choses qui peuvent faire l'affaire justement pour compenser ce risque de fin d'azote. Alors, Nicolas me demande des pommes de terre sous 30 cm de foin. Oui, bien sûr, pourquoi pas, hein. Là, par exemple, je pense par exemple à Fabrice Meyer, qui est un maraîcher sol vivant en Alsace, qui faisait partie des organisateurs d'ailleurs des dernières rencontres maraîchage sur sol vivant qui ont eu lieu à Montpellier là, en janvier. Lui, c'est un fada, j'adore. Lui, il prend une prairie, il fauche, il sème ses pommes de terre à la volée, et puis ensuite il couvre ça avec du foin. Et puis il revient quelques mois plus tard pour récolter. Voilà. Donc, bon, après, il est en Alsace, il y a peut-être plus d'eau que si on était à Montpellier, hein. Si on voulait faire ça à Montpellier, c'est clair qu'on aurait besoin d'arroser quand même assez abondamment, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc ça peut fonctionner, même 20-30 cm de foin, c'est tout à fait faisable. Alors, Baudouin, j'ai un gazon traité en prairie, plein de turicules, riche en matière organique, mais compacté car révélé par l'envahissement de plantains, rumex et pissenlits. Comment le considérer? Alors là, tu poses une question que je vais peut-être développer. Ça fait partie des idées que j'ai pour la conférence de la semaine prochaine. Je ne sais pas, je vais voir. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les plantes bioindicatrices. Attention, ce n'est pas parce que vous voyez du plantain que vous avez forcément de la compaction.
Bon, après, effectivement, si vous voyez que vraiment vous avez, effectivement, si l'envahissement est vraiment important, c'est probablement le cas. Mais je vous invite quand même à regarder dans ces cas-là. Allez voir, allez creuser un trou. Est-ce que vraiment vous voyez des couches compactes où, justement, où les rhizomes et les pivots de ces plantes-là sont en train justement, de corriger la situation. Si c'est vraiment le cas, si vraiment on a une zone compactée, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est bien de faire appel à un outil, quoi. Un outil, alors c'est pas forcément un outil qui va retourner le sol, hein. On peut tout à fait partir sur un outil qui va respecter la stratification du sol, comme un chisel ou une dent Michel, hein, ou une sous-soleuse qui va permettre de décompacter tout ça. Si vraiment on a de la compaction, ça met allez regarder parce que souvent on a parfois quand même des surprises, hein. Le pissenlit par exemple, c'est pas forcément des sols compactés, hein. Voilà, notamment, même les autres, hein, même plantain, rumex. Rumex, il y a beaucoup d'espèces de rumex, attention, hein, donc voilà, il faut quand même être assez prudent sur les interprétations. Ouais, c'est pas si évident que ça d'ailleurs d'interpréter les plantes bioindicatrices. Alors, pardon, j'ai perdu où j'en étais, voilà. COS, doit-on absolument utiliser le BR récemment broyé ou peut-être l'utiliser plus vieux? Bon, là, du coup, je viens d'y répondre. Voilà, du coup, j'avais déjà une. Qui c'est qui voilà. Ah, mais c'était COS aussi qui avait posé la question juste avant. Ok, ok. Oui, c'est pas après, voilà, là, je déroule les questions, hein, c'est pas, ouais, si je n'avais pas répondu, c'est que j'étais pas encore à la réponse aux questions. J'ai eu du mal à repiquer des fraisiers dans 20 cm de foin. Alors, qu'est-ce que tu appelles avoir eu du mal à repiquer? Là, j'aurais besoin que tu me précises un peu ta question. Est-ce que tu veux dire que le sol était trop dur dans ce 20 cm, pardon, pas de foin, de BRF, pardon. Est-ce que le sol était trop dur ou au contraire, est-ce qu'il était trop humide ou est-ce que tu as repiqué mais après ça n'a pas poussé? Voilà, j'aurais besoin de quelques précisions. Savoir aussi comment tu as mis le BRF. 20 cm de BRF, c'est quand même énorme, hein, attention. Donc là, je serais curieux quand même d'en savoir un petit peu plus sur comment tu as procédé pour pouvoir te répondre. Euh, alors, Mandragore demande quand on parle de plantes de type engrais vert, par exemple ortie, consoude. Alors, non, en général, quand on parle d'engrais vert, bon, je préfère parler de couverts végétaux parce qu'engrais vert, sinon ça focalise trop sur le côté engrais, le côté fertilisation qui est pas du tout pour moi l'essentiel l'essentiel de l'apport de ces plantes-là, hein. Donc, je préfère parler de plantes de couverture ou d'interculture. Mais on est souvent plutôt sur des plantes annuelles, justement, parce qu'après, ce qu'on veut, c'est mettre en culture ce truc-là. Alors, à moins qu'effectivement, on veuille faire un massif, pourquoi pas, de consoude. Alors, l'ortie, déjà, c'est compliqué à implanter, hein. Déjà, par semis, c'est très, très difficile à faire lever. Donc, ça veut dire qu'il faut les repiquer, aller chercher des orties dans la nature. Sur une surface un peu importante, ça peut être vite très fastidieux. Et puis en plus, après, il faut quand même la fertiliser fortement. Donc là, l'ortie, clairement, je n'irais pas la conseiller pour ça. La consoude, effectivement, si on a envie de faire après un massif de consoude, oui, si on est je pense si on est dans la situation, justement, on avait un sol compacté, qu'on a travaillé, et qu'on a et qu'on oui, qu'on va semer quelque chose derrière pour justement améliorer la structure, maintenir l'aération du travail du sol et puis essayer de créer une structure biologique là-dedans. Euh, Si on veut effectivement faire un massif de consoude, ça peut, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Par exemple, le massif de consoude, ça peut être un endroit où on va aller arroser avec de l'urine massivement, puis ensuite on va récolter cette, euh, cette consoude pour aller fertiliser le jardin qui est à côté, par exemple. C'est tout à fait possible. Mais si on veut pas, notamment si on préfère pas utiliser l'urine directement sur le jardin pour une raison X ou Y, hein. Pourquoi pas? Mais si par contre on veut mettre en culture ce terrain-là, on va surtout éviter d'y mettre des plantes vivaces. On va au contraire mettre plutôt des plantes annuelles. On va mettre, je sais pas, des vesses, on va mettre des graminées comme des seigles, on va mettre du pois fourragé, on va mettre du trèfle incarnat, on va mettre voilà, toutes sortes de plantes, on va mettre de la moutarde, on va mettre du sarrasin, etc. Voilà, toutes sortes de plantes dont je parle dans plein d'articles de mon blog sur les couverts végétaux et dont parlent aussi plein d'autres auteurs, hein. Voilà. Donc là, voilà, on est plutôt sur des plantes annuelles, des plantes dites d'interculture. Alors, Dimitri, du BRF sur 4 à 5 cm en octobre dernier, qui s'est suivi de feuilles mortes, paille, etc. Plein d'amendements jusqu'au dernier semis il y a quelques semaines. Je m'aperçois que les merles aiment beaucoup mon jardin. Ah tiens, c'est amusant, il y avait, je ne sais pas s'il est là, Jacques Subra, il m'avait posé la même question sur Facebook là, ce matin. Alors qu'avant la permanence, ah oui, la permaculture, oui, ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire permaculture, il faut voir comment on définit ça, hein. Je ne sais pas exactement ce que tu appelles permaculture, mais ils ne venaient pas, les vers de terre doivent les attirer énormément, c'est très possible. Y a-t-il un moyen de les éloigner parce qu'ils mettent un chantier pas croyable au niveau de mon paillage? Pour l'instant,
tout mon jardin n'est pas encore mis en place, seuls quelques semis. Alors après, il faut voir est-ce que c'est gênant ou pas pour les semis, hein, parce qu'effectivement, ça peut être bien aussi d'avoir ce travail du sol. C'est vrai, il y a quelques personnes qui me signalent ce problème-là. C'est pas forcément quelque chose de si courant que ça. Paradoxalement, on pourrait penser que c'est un peu tout le monde qui a ce problème-là. C'est pas forcément. Mais, ouais, j'ai pas vraiment de recette dans cette situation-là pour comment éloigner des merles. Je sais que Jacques Subra, je sais pas s'il est là, Jacques, je ne l'ai pas vu. Tu as mis le CD, ça marche. Voilà, lui aussi, il dit avoir essayé plein de choses différentes, tout ce qu'il pouvait essayer pour effaroucher. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est vrai que comment faire, je ne sais pas. Et alors, il faut, je pense, trouver plutôt un moyen de protéger les semis, en fait, parce que c'est surtout ça le problème. Le problème, c'est que les semis risquent d'être détruits à chaque fois par les oiseaux. C'est plus protéger les semis. Est-ce que de simples voiles suffirait? C'est pas sûr, parce qu'effectivement, ils peuvent les soulever. Éventuellement, carrément des grillages, ouais, des grillages que l'on pose le temps que les semis lèvent. Pourquoi pas? Là, voilà, c'est plus des pistes que je vous donne parce que je n'ai pas d'expérience de ce genre de situation, donc je n'ai pas la réponse, clairement. Après, par contre, si d'autres personnes ont la réponse, vous pouvez le dire et puis vous manifestez dans le chat et éventuellement, je vous passe le micro pour que vous donniez vos trucs et astuces sur ce sujet-là. Un bon mélange avec un enracinement profond, dit Damien. Ah oui, non, là tu répondais, Damien, je pense à la question de Mandragore sur les couverts. Effectivement, avec un enracinement profond, le blé peut descendre à 2 mètres. Alors, par contre, oui, il peut descendre à 2 mètres, mais il faut l'avoir semé à l'automne pour ça. Si on le sème au printemps, il ne va pas descendre autant, surtout maintenant, la saison est quand même déjà bien avancée pour ça. Mais voilà, idéalement, effectivement, un bon mélange, effectivement, mélanger le maximum d'espèces de plantes pour, voilà, parce que comme ça, ceux qui marchent bien restera. Parce que ça aussi, on ne sait jamais si toutes les plantes vont pas forcément repartir. Donc voilà. Donc idéalement, c'est de mélanger des plantes pour maximiser les chances que ça fonctionne. Alors, Nicolas, tu as un projet d'installation sur une parcelle travaillée en conventionnel pour du fourrage bovin depuis 50 ans, avec 40 tonnes hectares de fumier de vaches épandues par an. Oui, c'est donc, alors peut-être à poser la question. Attends, la suite, il y a Damien qui dit c'est un athlète, il faut l'entraîner. Alors je ne sais pas à qui il répondait. Ok, je vais répondre à quelqu'un, je ne sais pas qui c'était. Je souhaite travailler sur des planches coffrées remplies de compost. Effectivement, pourquoi pas. Donc là, c'est des planches, c'est la méthode donc qui est notamment mise en œuvre par Corentin Morisseau là dans la Drôme. Effectivement, c'est une méthode très intéressante. Ben, pourquoi pas, oui. Alors après, je ne sais pas où tu es. Tu m'as peut-être dit au début, mais j'ai oublié. Mais oui, donc pourquoi pas. C'est travailler sur des planches coffrées remplies de compost. Le compost, du coup, joue aussi le rôle d'occultant. D'ailleurs, typiquement, si on fait ça, là, le compost n'est pas un amendement. Le but, c'est d'avoir un compost le moins actif possible, en fait, qui va se décomposer le plus lentement possible, type compost de déchets verts, et effectivement, que l'on va poser directement sur l'herbe. Donc l'herbe va se décomposer et le compost va jouer un rôle d'occultation. Et après, ce qui est très intéressant avec le compost comme occultant, c'est que il fait à la fois occultant et lit de semences. Parce qu'effectivement, le semis, donc là, j'avais fait une conférence il y a 2 ans sur l'implantation des cultures à travers un mulch, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Donc effectivement, c'est quand même assez compliqué, notamment pour des petites graines, en particulier des carottes ou même des radis ou des navets, de semer ça à travers un mulch. Ça peut se faire, mais ça demande de ruser quand même. Effectivement, le gros avantage de faire ça avec du compost, c'est qu'on peut semer dans le compost. Après, la racine va filer dans le compost et puis va ensuite se ramifier dans la terre. Donc, c'est effectivement tout à fait possible. Ce sont des techniques qui fonctionnent tout à fait bien. Alors, Mandragore, ah oui, d'accord, non pas le compact, c'est par rapport au sol que tu montrais sablonneux mais très peu structuré. Effectivement, éventuellement, il peut servir effectivement pour les carottes, il peut être intéressant. Voilà. Après, par contre, le problème, c'est qu'il y a des sols très pauvres, souvent, qui ont très peu au niveau minéralogique, il y a très peu d'activité biologique déjà, très peu d'éléments minéraux, souvent. Bon, je n'ai pas fait d'analyse sur ce sol-là, mais souvent, c'est le risque. Et du coup, il va falloir fertiliser, il va falloir amener ce qu'il faut, fertiliser, puis arroser comme il faut aussi pour que ça puisse pousser.
Un sol en Corrèze avec beaucoup de cailloux et sec en été, pas de source d'eau qui a été labourée pendant 50 ans. Champ de noyer, les noyers meurent, que faire? Alors, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Après, quel est ton objectif à toi, quoi? C'est vrai que c'est toujours délicat. Est-ce que tu veux faire voilà, est-ce que le but c'est de faire du potager? Effectivement, tu es sur un terrain qui n'est pas vraiment adapté pour le potager. Donc là, éventuellement, ça peut. Voilà, regarde déjà, est-ce que tu as beaucoup d'épaisseur de terre? Peut-être que tu as peu d'épaisseur de terre et que c'est pour ça que tu as autant de problèmes. Effectivement, les buts peuvent éventuellement être une solution. Après si tu as peu d'eau, on peut aussi aller sur des techniques plus ambitieuses au niveau du bassin versant. Après, il faut voir comment ça se configure, hein. Est-ce que tu es vraiment sur une croupe? Est-ce que tu es un peu dans un talweg? Voilà. Et puis, voilà, jouer, après, travailler avec des baissières, par exemple, pour aider l'infiltration de l'eau, pour maximiser l'infiltration. Mais après, encore faut-il que tu aies aussi suffisamment d'épaisseur de sol pour stocker cette eau. Voilà, donc là bon, je manque un peu d'informations pour vraiment te donner des informations. Alors en Corrèze, effectivement, il peut y avoir toutes sortes de climats en Corrèze. Ça peut être très froid, comme ça peut être, un peu plus océanique, enfin océanique dégradé, disons, un peu intermédiaire entre océanique et montagnard, quoi. Suivant les cas, voilà, on pourra avoir différentes situations, mais éventuellement, si vraiment c'est trop compliqué pour les cultures d'été, miser plus sur les cultures d'automne et les cultures primeurs. C'est tout à fait possible également, hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être une stratégie. Si vous voyez que vraiment l'été, vous n'avez pas d'eau, ça sèche trop vite, ben, tant pis, vous laissez tomber les cultures d'été. Vous ne faites pas de tomates, vous ne faites pas de courges, vous ne faites pas tout ça. Par contre, à partir du mois de septembre, ben, vous envoyez des poireaux, de la mâche, des laitues d'hiver, des pois d'hiver, etc., des fèves éventuellement. Et puis que vous allez récolter soit avant la fin de l'automne, soit même pendant l'hiver si vous avez un tunnel, et puis aussi après aller implanter des cultures primeurs, hein, des radis, des carottes, des salades, voilà, toutes sortes de cultures que vous pouvez implanter en début de saison et que vous pourrez récolter avant les chaleurs parce qu'après vous n'avez plus de quoi arroser. Voilà, ça peut être tout à fait une stratégie. Alors, la luzerne serait préférable avant mon installation. Alors, Nicolas, oui, Nicolas, c'est toi qui t'installes, qui veut faire des planches coffrées de rempli de compost. Pourquoi pas, mais après, quel est ton objectif, hein? La luzerne, si tu veux qu'elle fasse quelque chose, il va falloir la laisser au moins 2-3 ans. Est-ce que tu peux te permettre d'attendre tout ce temps-là en te contentant de vendre des fauches de luzerne? Pourquoi pas, hein? Mais est-ce que c'est gérable de te contenter de vendre des fauches de luzerne avant de pouvoir installer ton maraîchage, quoi? Voilà, il ne faut pas non plus que ça reporte le début de ton activité au calendrier grec, hein. Surtout que le temps presse en ce moment, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein, l'actualité est quand même un peu inquiétante. Donc là, voilà, on n'a pas trop le temps de tergiverser. Il faut remonter le taux de matière organique, couvrir le sol. Ne plus travailler arrêtera la remontée des cailloux. Alors effectivement, oui, est-ce que le sol est travaillé? Voilà, je ne me rends pas bien compte quelle est la réalité de ce. Il a été prêt pendant 50 ans, mais effectivement, si on arrête de le travailler, effectivement, les cailloux arrêteront de remonter, entre guillemets. En fait, c'est surtout l'érosion en fait, qui accumule les cailloux en surface, hein. Effectivement, plus de matière organique, bien sûr, hein, ça augmente les capacités du sol à faire de la rétention en eau, c'est tout à fait vrai, hein. Mais après, bon, c'est vrai, mais ça ne va pas non plus faire des miracles, hein. Ça ne va pas rendre un sol de vigne le transformer en un sol maraîcher comme on avait dans la ceinture parisienne au 19e siècle, hein. Une fois les pommes de terre plantées, faut-il remulcher, pailler? C'est difficile ensuite pour buter. Alors clairement, si vous faites des pommes de terre sous mulch, c'est que vous ne butez pas. Clairement, là on n'est plus du tout sur la méthode de buter. Si vous voyez par exemple le film La Révolution des sols vivants, on voit Bernard Bertrand, hein, donc, qui est celui qui a créé les éditions de Terran, voilà, qui est aussi un jardinier tout à fait remarquable, qui met en place des pommes de terre sous un mulch de feuilles, en l'occurrence, de feuilles mortes. Mais bien sûr, on ne bute pas dans ces cas-là. Dans ces cas-là, et l'intérêt aussi de ne pas buter, c'est que donc, du coup, il faut une épaisseur suffisante. Effectivement, si on voit que l'épaisseur commence à beaucoup baisser un peu trop vite pendant la saison, ben, ça peut être bien d'en rajouter. Ça va dépendre du matériau qu'on a mis. Si par exemple, je prends un cas extrême, on a mis des écorces, ben, effectivement, les écorces elles vont quasiment pas se décomposer. Donc là, vraisemblablement, il n'y aura pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Si par contre, on a mis du foin, ben, effectivement, ça se peut que ça descende un peu vite si on n'a pas pu en mettre suffisamment au démarrage. Mais oui, effectivement, on ne pourra pas buter. Mais l'intérêt de ne pas buter, c'est que vous allez pouvoir faire votre récolte en plusieurs temps. C'est-à-dire que vous pourrez écarter votre mulch, les pommes de terre elles sont près de la surface du sol, vous les voyez facilement, vous récoltez les grosses, vous refermez le mulch et vous revenez 2 semaines après pour récolter les petites qui auront grossi entre-temps. Alors,
Cole a une question de béotien, c'est quoi le bokashi? Effectivement. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Je sais que si quelqu'un d'ailleurs a envie voilà, d'intervenir là-dessus, il peut éventuellement se manifester dans le chat, donner quelques précisions là-dessus, notamment la personne qui en a parlé, je ne sais plus qui c'était. Donc le bokashi, il me semble que c'est des déchets de cuisine à la base qu'on a fait fermenter avec des organismes, des micro-organismes efficaces, je crois, il me semble. Et alors dans certaines conditions particulières, je ne sais pas exactement dans quelles conditions c'est, parce que je n'ai jamais pratiqué ce genre de méthode, mais c'est certainement très intéressant, quoi. C'est une sorte de compost, il me semble, anaérobie, et qui donne un fertilisant, paraît-il, assez intéressant pour le sol. Après, moi, je n'ai aucune expérience en la matière, donc je peux difficilement en dire beaucoup plus. Alors, Baudouin, tu disais oui, sol. Alors, mince, alors Baudouin, tu as dû préciser quelque chose que je t'ai demandé. C'est quoi, de quoi que tu parlais? Ah oui, du gazon riche en matière organique compactée. Ok, ok. Tu donnes des précisions sur ton gazon. Alors, je reviens à sol argilo-sablonneux. Oui, argile à 30 cm. Donc, tu veux dire que. Parce qu'argile à 30 cm, c'est pas parce qu'il y a de l'argile qu'elle est compacte, hein. Une argile peut avoir toutes sortes de. Voilà, c'est intéressant ça. Je vais faire un petit, un petit focus là-dessus. Souvent, on associe l'argile à la compaction. Il n'en est rien. L'argile, un sol argileux peut tout à fait avoir une très belle structure grumeleuse, parfaitement apte à porter des cultures, hein. Donc, il n'y a pas du tout de lien entre la compaction et l'argile. Le, ce qui se passe, c'est que souvent, les sols argileux, quand ils sont secs, ils sont durs. Mais attention, dur quand c'est sec ne veut pas dire compact. D'ailleurs, il suffit de regarder, est-ce que les racines arrivent à passer dedans? Et souvent, on se rend compte que oui, les racines arrivent à passer dedans. Donc attention à ça, hein. L'argile ne veut pas dire compaction. Alors, j'ai un jardin envahi d'oxalis, est-il récupérable? Alors, effectivement, l'oxalis, souvent, fait partie de ces plantes qui posent de gros problèmes d'envahissement. À mon avis, c'est bon, c'est peut-être un thème que je vais plus traiter dans la prochaine conférence. C'est vrai que là, on est plus parti sur l'installation. Alors personnellement, c'est que je n'ai pas d'expérience directement sur l'oxalis. J'en ai plus avec d'autres plantes comme avec le liseron. C'est vrai que je ne sais pas dans quelle mesure c'est extrapolable. Mais le liseron, typiquement, moi, ce que je faisais, qui est une plante extrêmement envahissante, quand j'étais sur des jardins où j'en avais, parce que c'est plus mon cas actuellement, c'est que je le contrôlais en début de saison de culture. En gros, voilà, typiquement, le liseron, il partait sur le mois de mai, mai-juin, il se développait beaucoup. Donc voilà, le contrôler, hein, donc typiquement soulever les mulches, aller arracher tout ce qui pousse sous le mulch. Alors, il ne faut pas avoir peur des petites bébêtes qui n'ont pas de pattes, hein, ou des trucs comme ça, ou qui ont beaucoup de pattes, au contraire. Voilà, mais voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses dessous. Voilà, et du coup, couper le liseron régulièrement. Alors, bien sûr, il repousse, hein, mais ce n'est pas le problème. Et puis, à partir de la mi-juillet, en gros, ben, là, c'est bon, nos cultures sont suffisamment développées pour qu'on les laisse faire. Alors, est-ce qu'on peut faire comme ça avec l'oxalis? Je n'ai pas l'expérience là-dessus. Là aussi, si quelqu'un veut témoigner éventuellement d'une expérience sur l'oxalis, ça peut être bienvenu. Alors, Alain, bio-indication sans inventaire, je n'ai pas bien compris à quoi tu fais allusion. Peut-être c'est au témoignage de Baudouin sur le plantain. Ah, donc là, effectivement, ça va nous amener loin si on parle vraiment dans les détails des plantes bio-indicatrices. À voir. Ok. Le Rumex capte les oligo-éléments, super bien. Alors ça, je pense que c'est une réponse aussi à Baudouin, de Damien. Donc effectivement, ouais, donc là, le Rumex peut effectivement avoir des avantages et qui peut aussi restructurer effectivement certains éléments, pourquoi pas. Fred Sébron, le sol était trop loin. Alors attends, trop loin, de quoi tu parles? Le sol était trop loin. Tu es où, Fred Sébron? Qu'est-ce que tu m'avais demandé? Tac. J'ai eu du mal à repiquer des fraisiers. Ah oui, en fait, d'accord, ok. Ok, je comprends. Ça y est. J'avais pas du tout. J'étais complètement à côté. Ok. Donc, tu veux dire, oui, d'accord, effectivement, mais 20 cm de BRF, c'est juste absolument énorme, hein. À la rigueur, 20 cm de foin, pourquoi pas, mais du BRF, on peut considérer que c'est la limite pour du BRF, c'est 10 cm, mais c'est vraiment un grand maximum. Alors, ouais. Alors, Anne-Léa qui nous propose effectivement des petits, voilà, pour le bokashi, une petite définition. Voilà, donc des micro-organismes efficaces sur balle et sont mêlés avec des déchets organiques crus ou cuits, agrumes, viande, poisson, légumes. Ok.
effectivement, j'avais en partie la réponse, mais là, c'est un peu plus précis, effectivement, donc sur la définition du bokashi. Mandragore, dans notre cas en Bretagne, c'est un sol humide, effectivement. Souvent, c'est le cas avec de l'herbe assez grasse. Souvent, ça peut être bien. D'ailleurs, cette herbe grasse, ça peut être très pratique. Justement, elle pousse bien au début du printemps, pour la faucher, et puis la laisser un peu pousser en début de printemps pour pouvoir après avoir des. Comme ça, elle va sécher un peu le sol aussi, et puis elle peut être un super amendement pour les cultures qui vont venir ensuite. Est-il possible de semer des carottes sur une couche de copeaux de bois après quelques semaines de repos? Dessous, planche très meuble avec taux de matière organique de 3 à 5. Waouh, effectivement, c'est pas mal. Il s'agirait pour moi de maîtriser les adventices via ce paillage. Alors, attention, tu ne vas pas semer les carottes sur la couche de copeaux de bois. Si tu as une couche de copeaux de bois, tu vas semer à travers, mais tes graines doivent être dans le sol. Ou alors mélanger à du terreau que il faut que tu écartes tes copeaux de bois. Hein. Ils ne vont pas se développer dans les copeaux de bois. Ça va être très compliqué. Par contre, tu peux éventuellement écarter tes copeaux de bois et aller déposer un mélange, par exemple, de terreau et de graines de carottes. Hein. Donc ça, j'ai beaucoup détaillé ces techniques-là dans la conférence de mai 2018. Hein. Donc voilà, je t'invite à aller voir cette conférence-là. Voilà, effectivement, tu peux tout à fait maîtriser l'enherbement avec ce paillage-là. Par contre, attention, les copeaux de bois. Alors déjà, attention à beaucoup de choses sur les copeaux de bois. D'abord, être sûr de la provenance de ces copeaux, parce que sous les problèmes de copeaux traités, c'est le traitement qu'il y a dans les bois de menuiserie, ça peut être assez effrayant en termes de fongicides et d'insecticides qu'il y a dedans. Donc attention, c'est quand même dommage de faire un jardin bio et à côté de se retrouver d'amener des produits extrêmement toxiques à travers des copeaux de bois. Hein. Faites très attention à ça. Alors aussi, peut-être, à moins que tu parles de BRF, c'est vrai, copeaux de bois, j'imagine de la sciure, mais c'est peut-être du BRF. Dans tous les cas, que ce soit de la sciure ou du BRF, attention après au risque de fin d'azote. Tu risques après d'avoir un très mauvais développement des cultures. Donc, probablement qu'il va falloir penser à fertiliser tes cultures. Ça va sûrement être très, très important. Ou alors d'avoir sous ce que tu appelles tes copeaux une couche justement plus azotée, de la tonte par exemple, qui va permettre de minéraliser, des éléments nutritifs pour, pour ta culture, quoi, que ce soit de la carotte ou autre chose. Je ne sais pas si les graines ont la capacité de germer. Non, c'est clair, si tu la mets dans les copeaux de bois, non, que ce soit de la sciure et encore pire, c'est du BRF, parce qu'en plus, la décomposition du BRF va être beaucoup plus active. Mais par contre, voilà, donc il faut absolument que ce soit dans le sol, soit dans du terreau au contact du sol. Absolument. Il y a des tops dans le jardin très actifs. Nous avons essayé des trucs, mais échec. Avez-vous des étés pour ne pas les tuer, mais les éloigner? Alors, les tops, les tops, il faut quand même savoir, ce n'est pas des ravageurs. Hein, c'est pas, voilà, on n'est pas dans des rongeurs. C'est pas un truc de rongeur, donc attention, la top n'est pas, voilà, c'est quand même un animal plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'effectivement, il a le risque un peu de pelverser, un peu comme on a vu avec les oiseaux tout à l'heure. Il y a le risque de pelverser, tout le jardin. Si vraiment c'est gênant, mais c'est vrai que, voilà, est-ce que vraiment la présence des tops est gênante? Si c'est vraiment le cas, on peut, comme avec les rongeurs, les éloigner avec du tourteau de ricin. Hein, c'est pas, alors, autant pour les rongeurs, c'est vrai que souvent c'est quand même nécessaire de le faire. Autant pour les tops, là aussi, vraiment, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup pour que ça vaille la peine. Mais voilà, effectivement, les pans du tourteau de ricin légèrement enfouis dans la terre pour les éloigner, en fait. Hein. Ça, effectivement, c'est une méthode qui peut fonctionner. Alors, Gilles Atrux, j'utilise des filets pour écarter les oiseaux. Alors, c'est assez intéressant. Attends, je vais voir où tu es, ce que je vais te trouver. Alors, on est nombreux, enfin, c'est un peu timide, on était plus de 80 à un moment donné. Alors, Gilles, est-ce que tu te sentirais. Voilà, j'ai activé ton micro. Est-ce que tu te sens de prendre la parole? Ou si tu me le dis carrément, si tu ne te le sens pas, mais pour parler un peu plus de ce que tu as fait? J'ai activé ton micro, hein, tu peux parler. Non, j'entends rien du tout. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, tant pis. Bon, je laisse ton micro activé si jamais tu arrives à le. Alors, oui, j'ai parlé de ricin, pardon. Je vois que la question, est-ce que tu as parlé de tourteau de ricin? Tourteau de ricin, en fait, c'est un engrais bio qui est utilisé donc, en agriculture biologique, qu'on peut trouver dans les coopératives agricoles comme engrais et qui est aussi utilisé, comme répulsif pour les petits mammifères. Donc, c'est surtout utilisé contre les rongeurs parce que c'est vraiment des ravageurs qui posent vraiment des problèmes. Ah, tu n'as pas de micro, pardon. Ok, bon, dommage. Mais bon, en tout cas, si tu peux préciser un peu les filets que tu utilises, peut-être dire un petit peu comment tu utilises ces filets dans le chat, comme ça, tu vas faire profiter tout le monde. Voilà, le tourteau de rissa, voilà, je crois que voilà, j'avais peut-être mal prononcé.
Le tourteau-de-ricin, voilà, donc, qui est un engrais bio, un engrais azoté. Hein, donc, en plus, ça, peut, voilà, ça va aussi aider la pousse de vos cultures avec les nutriments que ça contient. Et ça a un effet répulsif. Ensuite, il existe des sortes, des sortes de leurres faux oiseaux, des sortes de leurres, oui, des faux oiseaux chasseurs, soit qui volent au vent, fixes sur un support, genre hibou. Il paraît que ça marche pas mal pour chasser les oiseaux. Bon, bah essayez. Là, je n'ai pas du tout d'expérience là-dessus ni de retour, hein, pourquoi pas, donc éventuellement. Alors, Dimitri, j'ai testé les épinards avec une variété de printemps. En tout cas, ceux qui peuvent être semés au printemps. La première version n'a pas marché. Cela peut-il venir du BRF? Oui, c'est tout à fait, ça peut tout à fait venir d'une fin d'azote liée au BRF. Hein. J'ai juste écarté le BRF pour mettre les graines d'épinards, mais résultat zéro pointé. Donc, j'ai recommencé aujourd'hui avec une terre un peu plus décompactée et un peu de terreau. C'est bien, je pense. Hein, effectivement, ça peut bien aider. C'est vrai que bon, c'est pas la meilleure saison pour les épinards. Les épinards, c'est plus la grande saison, c'est plus la fin de l'été, début de l'automne, hein, pour ensuite les récolter maintenant en début de printemps, hiver-printemps. Mais effectivement, bon, pourquoi pas là, donc mettre dans le fait d'avoir mis du terreau, c'est de toute façon une bonne idée. D'avoir un peu décompacté, pourquoi pas, si jamais il y avait un problème de compaction. Ça peut venir du BRF. Alors, je ne sais pas quand le BRF a été mis, mais c'est vrai que si le BRF a été mis peu de temps avant, surtout là en début de printemps, on a des gros risques de fin d'azote. Donc, ça veut peut-être dire, si c'est le cas, rajouter de la fertilisation. Pourquoi pas l'année de l'urine. Typiquement, cette période de l'année, on a des problèmes de manque d'azote. Hein. Le début du printemps, on a beaucoup de fin d'azote sur les cultures. Donc, ça peut tout à fait être une explication. Donc, je pense, voilà, ce que tu as fait, je pense, c'est bien et peut-être rajouter de la fertilisation. Alors Bernard Bertrand cueille ses pommes de terre nouvelles et remet le mulch en place. Effectivement, on voit ça dans le film, on le voit. Hein, on voit dans le film La Révolution des sols vivants. Hein, on voit ça, que donc Bernard Bertrand qui récolte les grosses pommes de terre et qui laisse les petites, et il referme son mulch, et il revient 2 semaines plus tard pour récolter les petites qui ont grossi. Est-ce que je peux utiliser les mauvaises herbes avec les racines et la terre dans le potager comme couvert de paille, enfin comme paillage, je veux dire, sur les pommes de terre? Alors oui, mais je vais te conseiller plutôt de les mettre au-dessus du mulch, éviter de les mettre au contact de la terre pour pas qu'elles marquent autant. Si tu les mets au-dessus du mulch, ça va sécher et tu peux bien sûr tout à fait les utiliser. Alors qu'il y ait le moins possible de terre quand même dedans, de préférence. Mais la terre, c'est possible, tu l'agites au maximum pour qu'elle reste au contact de la terre, quoi. Le problème que je rencontre avec un potager toujours couvert, c'est la gestion des campagnols. Voilà, effectivement, ça c'est un problème qui revient assez régulièrement, effectivement, les campagnols. Donc c'est quand à chaque fois j'ai une question sur les campagnols. Donc effectivement, là, c'est soit le piégeage, soit le tourteau de ricin. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Après, éventuellement, il y a toute la lutte biologique. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est vrai qu'on en parle un petit peu à chaque fois de ça, des rongeurs, mais voilà, effectivement, il y a énormément de prédateurs, hein, donc que ce soit des couleuvres, des rapaces, etc. Voilà. Donc, attirer dans la mesure du possible tous les prédateurs des rongeurs. Mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps, qui s'inscrivent dans le temps, et c'est pas forcément évident d'avoir des résultats immédiats. J'ai déjà entendu parler qu'il y a des gens qui ont des élevages de furets éventuellement. Pourquoi pas lâcher des furets dans le jardin, puis ensuite voilà, qu'ils aillent faire un peu le nettoyage et que bon, pourquoi pas. Ça peut être des pistes. Campagnol, top encore, voilà. Donc campagnol, voilà, on en a un petit peu parlé. Voilà. Voilà, bon, c'est surtout les campagnols qui sont un problème. Hein. Les tops, voilà, effectivement, ça remue un peu la terre, mais c'est vrai que ça c'est quand même, ça va pas manger les racines des plantes. Alors, Xavier nous fait un petit témoignage. Pour le liseron, je passe la grelinette en début ou fin de saison et je ramasse tous les rhizomes, effectivement. Donc ça, c'est vrai, ça peut être vrai aussi bien pour le chien-dent d'ailleurs ou pour l'oxalis. Hein. En saison, dès qu'il sort, je prends la bêche pour déterrer sans le casser, sans abîmer la culture. Alors effectivement, bon, après, il faut savoir que le liseron, il va très très loin. C'est un très gros travail, ça c'est sûr. Au bout de 3 ans, j'ai réduit sur cette partie 90% du liseron. Bon courage, c'est une vivace très envahissante, hein, ça c'est incontestable. C'est pareil, on pourrait dire autant pour l'oxalis, pour le chien-dent ou pour d'autres. Hein. C'est incontestable, ce sont des plantes qui sont assez compliquées et qu'on sélectionne avec ce genre de méthode de culture. Donc voilà, effectivement. On peut faire ça, effectivement. Pourquoi pas, la grelinette peut être un outil pour ça si on travaille un peu le sol, pourquoi pas. Dominique, à nouveau des questions sur les rongeurs, décidément. Alors, il faudrait que je fasse une conférence sur les rongeurs et sur l'enherbement. Alors, je vois qu'il y a énormément de nouveaux messages. Voilà, je suis dans le maraîchage bio, les troupeaux proviennent d'herbes de bosquet d'un ami qui a des vignes. Donc du coup, on est plus sur un type BRF. Hein. J'ai un semoir Terradonis que je vais essayer, voir ce que ça donne. Autrement, je ferai un sillon très léger avant.
Oui, alors attention, je ne connais pas de semoir aujourd'hui qui soit capable de semer directement à travers un mulch, hein. Même Terra Donis, enfin, j'en doute fort. Euh, il faut vraiment pouvoir écarter le mulch, parce que c'est quand même pas évident. Donc là, à mon avis, tu es obligé d'écarter au préalable le mulch, hein, peut-être avec pourquoi pas passer une dent pour écarter le mulch avant, mais en tout cas, il faut absolument que tes graines soient en contact avec le sol, sinon c'est mort, quoi. Le ricin n'est pas toxique, si, le ricin est toxique, hein, effectivement. Mais bon, effectivement, c'est quand même, ça reste une des solutions pas forcément les plus satisfaisantes, hein, mais effectivement, le, des fois, on n'a pas trop le choix dans ce genre de situation. On n'a pas beaucoup d'autres solutions, en fait. C'est ça le problème. Après, le ricin est toxique si la bête le mange, mais ça a quand même déjà une odeur très forte qui fait que souvent, ça a un effet répulsif avant d'être toxique. C'est pour ça aussi qu'il faut l'enterrer pour pas que des animaux domestiques aillent le manger. Que la législation impose de l'enterrer. Le tourteau de ricin marche aussi pour les blaireaux, je n'en sais rien du tout. Comment on fait le tourteau? Alors là, le tourteau, il faut savoir, le tourteau en général, que ce soit le tourteau de ricin, de colza, de nîmes, de ce que vous voulez, c'est le résidu de l'extraction de l'huile en fait, hein. On extrait l'huile et puis il reste le ricin. Donc du coup, comme l'huile c'est plutôt du carbone, hein, un produit plutôt carboné, le tourteau en général est un produit plutôt fertilisant. Alors c'est plus ou moins vrai suivant les cas. Si le tourteau de l'olive, par exemple, n'est pas très fertilisant parce que le noyau de l'olive est très ligneux, donc on a encore beaucoup de carbone dans le tourteau. Mais si c'est du colza, du ricin, par exemple, du nîmes, que j'ai cité, ou du tournesol ou d'autres, là, par contre, on a un tourteau qui est souvent très fertilisant. Donc voilà, donc du coup, ça oblige à avoir un moulin à huile, quoi, en fait, hein, pour pouvoir, voilà, comme ça, d'un côté, on extrait l'huile et de l'autre, on fabrique le tourteau. Ben après, je ne suis pas sûr que chez nous, le ricin arrive à maturité pour qu'on puisse le faire, hein. En général, c'est même plutôt de pays tropicaux. Alors, Gilles Atrux, tu utilises des filets du commerce installés sur des arceaux métalliques, fer à béton ou autres comme les tunnels. D'accord, et ça suffit, ok, d'accord. Des filets de type P17, tu veux dire? Des filets de. Voilà. Ah, donc, si ça suffit pour les oiseaux, c'est quand même plutôt sympa. Dimitri, tu avais mis ton BRF, donc c'est en octobre que tu l'avais mis, donc c'est plutôt la bonne période, effectivement. Donc ça réduit quand même nettement les risques de fin d'azote maintenant. Donc voilà, l'urine, en tout cas, ça vaut le coup d'aller fertiliser. Surtout que de toute façon, l'épinard, c'est une plante gourmande en azote, donc tu peux y aller en fertilisation. COS puisse quand même semer des engrais verts maintenant sur des parcelles dédiées à des cultures d'été, même s'ils n'arrivent pas à maturité. Le ricin est toxique, attention aux animaux de compagnie. Voilà, c'est ce que on disait juste avant. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu tard. Je me souviens plus dans quel climat tu es. Si tu es dans un climat assez doux, effectivement, tu peux avoir des plantes qui vont peut-être lever suffisamment vite, peut-être notamment des espèces de cycles courts, hein, par exemple des vesses, des bourrages, pourquoi pas, qui peuvent effectivement, ou des moutardes aussi, qui peuvent se développer suffisamment rapidement pour faire un petit quelque chose avant que tu les détruises, en effet, euh, pour les cultures d'été. Mais c'est sûr que ça va te faire une très petite biomasse, hein. C'est sûr que je préfère en général en précédent de culture d'été mettre un couvert plutôt en sortie d'hiver, à moins que ce soit vraiment dans un climat très froid. Mais sinon en général, c'est quand même faisable. Surtout que les climats sont de moins en moins froids, hein, maintenant, avec le réchauffement climatique. Mais voilà, plutôt implanté voilà, octobre-novembre et pour des trucs couverts très développés fin avril. On peut toujours mettre quelque chose maintenant, mais c'est vrai que c'est un peu tard, on risque des mauvaises levées et puis surtout, en tout cas, on va produire très peu de biomasse. Alors, Gourgounel, j'enrichis mon sol depuis maintenant 4 ans, BRF, tonte, fumier, paille, reste de cuisine. Bah, avec ça, ça doit être bien. Je suis au bord de la Beaume, donc en Ardèche. Et oui, ah oui, c'est toi qui es à la boule. Mais hors cru, sol assez drainant, plutôt acide, effectivement. Dans ce milieu-là, c'est assez normal. Je dépose mes apports en surface sans travail du sol. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les plantes poussent lentement et produisent peu. Pourtant, j'ai beaucoup de plantes sauvages indicatrices d'un sol riche, ficaire, stellaire, etc. Beaucoup de vers de terre lorsque j'apporte mon fumier, mais peu le reste du temps. Alors attention, là, les vers de terre que tu mets quand tu apportes ton fumier, c'est des vers de terre épigés, des vers de terre de surface. Ce ne sont pas des vers de terre anéciques, c'est-à-dire ceux qui font des galeries verticales et qui vont justement être les ingénieurs du système. C'est souvent un problème qu'on a sur les sols en Ardèche, effectivement, les sols acides, souvent assez sableux, c'est qu'on se retrouve on a très très peu de vers de terre, effectivement. Alors, avec tout ce que tu fais, quand même, tu devrais les voir revenir progressivement, mais c'est clair que là, manifestement, là, tu n'as pas les,
C'est une impasse qui va avoir beaucoup de galeries de campagnols. Ça peut être un souci, attention. Hein. Ça, c'est une piste à creuser. Et sinon, alors attention, dans ces sols-là aussi, il faut être très, très rigoureux sur l'irrigation. Parce qu'un sol qui est comme ça, je vois, même en début de saison, même au mois de mars, moi j'ai cultivé pendant plusieurs années au bord du Chassezac, donc tu connais, hein, c'est en sortie des gorges du Chassezac. Le problème, c'est que dès qu'il y avait un peu de sécheresse, même en tout début de saison, il fallait arroser. Et donc là, effectivement, c'est des plantes qui des terres qui exigent énormément d'irrigation. Donc c'est un peu la difficulté. Et souvent, ça veut dire qu'il faut pouvoir arroser souvent un petit peu, pas des gros arrosages, parce que sinon ça part. Hein. Donc des petits arrosages régulièrement, mais il y a besoin quand même de beaucoup arroser. Donc ça, c'est une piste. Effectivement, les campagnols, ça peut aussi être une piste. Après, il y a peut-être aussi une question de temps. Tu es peut-être parti d'un sol très pauvre en matière organique, hein, en effet. Et puis après, tu as peut-être aussi des carences. Peut-être ça vaut le coup d'aller faire une petite analyse de sol, une analyse basique, voir s'il y a une carence en tel ou tel élément et faire un amendement en conséquence. Voilà, voir est-ce que le sol est très acide. Parce que c'est vrai qu'on dit acide, mais qu'est-ce que ça veut dire acide? Est-ce que c'est un pH de 6? Est-ce que c'est un pH de 5? Est-ce que c'est un pH de 4? Voilà. On peut avoir des choses diverses et variées. Si c'est un pH de 4, effectivement, ça pourrait être intéressant d'aller remonter ce pH-là, par exemple en mettant du calcaire broyé, par exemple. Et peut-être, du coup, que tu as aussi une carence en certains éléments, comme du phosphore. Un milieu acide, le phosphore est bloqué, par exemple. Donc peut-être, voilà. Il y a des pistes à suivre. Là, c'est difficile de te répondre comme ça au pied levé, mais effectivement, c'est possible. Dimitri ayant mis une couche uniquement de quelques centimètres en octobre dernier, 4 centimètres, ouais, c'est ok, c'est pas faut en remettre à l'automne, non, c'est pas obligé. 4 centimètres, c'est déjà un apport très conséquent. Hein. 4 centimètres de BRF, ça, ouais, tu as même du carbone là, pour pas mal d'années. Hein. Ayant mis pas mal de trucs, algues, feuilles mortes, marc de café, un peu de cendre et autres, cela fera-t-il trop? Ouais, le reste, ça a des rôles tout à fait différents. Les feuilles mortes, l'intérêt, c'est que ça a de la cellulose, c'est très efficace pour nourrir le ver de terre. Le marc de café, les algues, c'est plus des amendements fertilisants, quoi, donc ils peuvent participer à libérer des éléments nutritifs. Donc, non, ça fera pas trop. Hein. Alors, Yannick donnait une réponse pour Cos. Je pense que tu peux semer les engrais verts et implanter tomates, courgettes, haricots. D'autant plus, ce sont soit des plants, soit des grosses graines. Il suffirait, je pense, de dégager l'engrais vert à l'endroit où tu mets ton pied de tomate ou de courgette. C'est vrai, c'est effectivement une variante par rapport à ce que je disais. Effectivement, hein, plutôt que de vouloir mettre un couvert et le détruire pour ensuite mettre la culture, en effet, on peut le détruire partiellement sur un petit rond de 30 cm de diamètre autour de la plante, effectivement, et venir faire ça. C'est effectivement une possibilité, hein, une destruction locale, en tout cas pour tout ce qui est plant. Pour toutes ces grosses graines, c'est déjà moins évident, à moins de faire des pokés. Effectivement, ça peut marcher si on fait des pokés, mais pour toutes ces grosses graines, c'est quand même un petit peu moins évident. J'ai mis le BRF en décembre 2018. Le manque d'azote est-il encore d'actualité? Probablement non. Hein. Là, probablement que il n'y a plus de raison qu'on ait de fin d'azote sur un BRF aussi ancien, hein, qui a passé 2 hivers déjà. Alors, la Baudouin, tu ne me parlais pas pour la culture, je ne sais plus trop. Oh là là, je sais plus trop de quoi tu parlais. Je ne sais plus trop sur quoi on était, Baudouin. Si le tourteau de ricin est très alcalin, alors il pourrait réduire l'oxalis. Éventuellement. Effectivement, c'est vrai que effectivement, l'oxalis, c'est vrai que c'est une plante, c'est effectivement au niveau bioindicateur qui est plutôt acidophile, hein, effectivement, qui aime les sols acides. Donc, est-ce qu'en remontant le pH avec un apport de chaux, de marne ou de calcaire, est-ce que ça va être suffisant pour faire disparaître l'oxalis? Il faut voir, il faut essayer. Je ne suis pas sûr que ce sera suffisant, mais ça peut aider en tout cas à le réduire, c'est possible. Toujours en Corrèze, le champ de noyer est sur un sol caillouteux, et le sol caillouteux. Comment les faire redémarrer? Ouais, merci Emal de resituer la conversation. Sinon, je ne sais plus trop à quoi ça répondait. Effectivement, certaines donnent encore des noix, d'autres meurent. Mon père veut arracher les arbres mourants. J'aimerais les sauver, est-ce possible? Alors là, j'ai vraiment pas les infos pour pouvoir te répondre. Et puis surtout, je suis pas spécialiste du noyer. Donc honnêtement, je suis pas la bonne personne pour pouvoir te dire ça. Hein. Donc là, je pense que si tu es dans une région où on produit beaucoup de noix, hein, j'imagine que c'est le cas, hein, je ne sais pas si peut-être dans la vallée de la Dordogne ou quelque chose comme ça, où il vaut mieux s'adresser à des gens qui connaissent bien les noyers, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Le blaireau vient systématiquement creuser là où je plante quoi que ce soit. Ok, là c'est vrai que c'est une grosse bête. Pour le tout de ça, ça coûte rien, coûte pas grand-chose d'essayer, quoi. Hein.
si ça peut être une solution, ben, voilà. Mais après, là, j'avoue que je ne sais pas, parce qu'en plus, un prédateur du blaireau, faut commencer à chercher des grosses bêtes, là, hein. Des loups, peut-être, mais bon, ouais, ça va être un peu compliqué. Dimitri, j'ai planté des racines de consoude au mois de novembre au pied des fruitiers. Ok, super. Il s'avère que rien n'est apparu. Depuis cela, il peut venir des fruitiers qui créent des conflits avec les racines de la consoude. Ça m'étonne parce que j'ai déjà vu à plusieurs reprises des consoudes sous les fruitiers qui se développaient très bien et sans qu'il y ait de problème de concurrence. Par contre, ce qui est clair, c'est que la consoude, ça met du temps à s'implanter. Rien n'est apparu. Ouais, tu l'as planté à l'automne, ta consoude. D'accord. Parce que moi, j'ai plus l'habitude de la planter plutôt au printemps, la consoude. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu que tu l'aies plantée à l'automne, parce qu'après, elle n'a peut-être pas passé l'hiver, hein, simplement, elle a peut-être gelé, et du coup, c'est peut-être juste ça. À mon avis, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de contre-indication à mettre de la consoude sous des fruitiers. Au contraire, c'est plutôt bien. Non, non, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai répandu fin janvier du compost, d'Icos, mur tamisé sur mes carrières de culture, une épaisseur de 7 cm. Ouais, pas mal. Dois-je mélanger la couche de terre supérieure maintenant ou ne pas y toucher? Non, ne pas y toucher. Là, le but, c'est que tu utilises comme mulch occultant ton compost. Donc là, tu peux semer directement dedans. Tu ne vas surtout pas y toucher. Après, les vers de terre vont s'occuper de le mélanger. L'année prochaine, ça sera mélangé. Hein, mais voilà. Mais ce n'est pas forcément l'objectif. Hein, mais voilà. Donc, mais ça va se mélanger. Non, là, tu peux y aller, semer directement dedans. Alors, Dimitri, je suis un peu étonné, j'avais pas y un peu. Alors, attends, on était à quoi avec Dimitri? Oui, attends, par rapport au consoude, ok. C'est préférable plutôt en automne, ouais, bon, ok. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de les planter au printemps, mais je suis un peu dans quel climat tu es. Tu es peut-être dans un climat un peu froid aussi, hein, ça peut faire attention à ça, hein, suivant les climats. Des fois, dans le Limousin, ouais, mais alors, Limousin, on peut avoir toutes sortes de climats. C'est sur le Limousin sur le plateau de Mille Vaches, c'est pas pareil que c'était le Limousin dans la plaine entre Limoges et Poitiers. À mon avis, c'est pas la même chose. Mais si tu es plus effectivement dans la montagne, ça peut être problématique. Voilà, tu peux peut-être avoir c'est je mets que c'est à côté, ça veut dire à côté de Limoges, ouais. Donc, je ne sais pas bien quel est le climat qui est à Limoges. Je sais pas, mais après peut-être tu peux réessayer un semis de printemps parce que des fois il y a des choses. Alors, Sarah dit quelque chose de très juste, et la construction crée la sécheresse. Souvent la première année il y a besoin de beaucoup l'irriguer, hein. Ça c'est clair qu'il faut se préparer à beaucoup l'irriguer. Bon, mais là c'est pas le problème puisque ça a été planté à l'automne. Donc là, est-ce que c'est le gel qui l'a détruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, en tout cas, le repiquage n'a pas fonctionné pour une raison que voilà, peut-être le froid, peut-être le gel, mais je ne peux pas en être sûr. Mais voilà, peut-être réessayer avec des cultures de printemps. Est-ce que les feuilles de châtaignier sont bonnes pour mulcher? Bien sûr, hein, ça fait partie des choses que l'on peut utiliser. En climat humide, elles se décomposent facilement. En climat sec, elles peuvent durer 2 saisons, facile. En Ardèche, je vois dans les châtaigneraies ardéchoises, des fois, ça reste 2 ans avant de vraiment pouvoir se décomposer, mais on peut tout à fait utiliser les feuilles de châtaignier, bien sûr. Voilà, je vois qu'on arrive un peu au bout des questions. C'est bon, c'est super. Peut-être on va arrêter là. Ok, donc grand merci à tous. Donc je vais poster dans les jours qui viennent. Je ne vous fais pas de promesses sur le jour sur lequel je le ferai, mais un replay de cette vidéo, de cette conférence que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais proposer aussi, pendant le confinement, aussi des petits accompagnements plutôt à destination, en particulier des débutants, mais éventuellement de moins débutants qui le souhaiteraient, pour pouvoir vraiment lancer un jardin maintenant, parce que je pense aussi que voilà, l'actualité, voilà, c'est pas qu'un problème médical, cette histoire de coronavirus, ça va nous placer devant des problèmes potentiellement de pénurie alimentaire. Donc là, je pense que c'est le moment ou jamais de se mettre à faire du jardinage. Donc voilà, je pense proposer dans les jours qui viennent aussi un petit programme d'accompagnement pour des gens qui ont envie de se lancer maintenant. Donc du coup, ce sera forcément à distance, puisque là, le fait est qu'on ne peut pas se déplacer. Je suis coincé dans mon joli petit village de Haute-Loire. Mais effectivement, voilà, nous allons faire quelque chose pour ça. Donc merci à vous, merci à tous. Bravo pour vous été très actifs. Là, ça fait presque plus d'1 heure et demie que nous sommes ensemble, hein, donc ça a été une longue conférence. Merci pour toutes vos participations, pour toutes vos questions. Je n'ai pas encore décidé quel serait le thème de mercredi prochain. Voilà, mais je choisirai ça sûrement demain ou après-demain.
pour vous en informer. Donc, il faut savoir que là, tous ceux qui sont inscrits cette semaine-là restent inscrits pour avoir les infos pour la conférence la semaine prochaine. Si vous n'avez pas envie de continuer à recevoir les infos, vous vous désinscrivez de la liste conférence de début avril, là, hein, voilà, cette liste-là. Donc, vous pouvez, voilà, vous avez un lien dans les mails que j'envoie à tous les inscrits pour vous inscrire. Si vous avez envie de continuer à recevoir les infos, ben vous allez continuer à les recevoir. Et vous, si vous voulez vous connecter mercredi, ce sera avec le même lien que ce soir. Alors, je vois qu'il y a Paul qui a sorti la guitare. Là, je ne sais pas si c'est pour jouer pour tout le monde. Là, j'ai activé son micro. Tiens. J'avais pas du tout prévu, non, je faisais des gammes juste parce que j'ai besoin de travailler, mais je peux faire une chanson pour conclure. Vas-y, fais une chanson pour conclure. Je trouve ça J'ai super. pas joué depuis très longtemps, ça fait. Car il faut manger, manger, manger les radis. Non. Car il faut manger, manger, manger. Non, je me suis trompé en fait. Car il faut manger, manger, manger les radis avant que ce soit les radis qui nous mangent. Car il faut manger, manger, manger les radis. Des tonnes de laitue et des tonnes de pissenlit. Ouais. Ok, super. Super, merci beaucoup, Paul. Les doigts, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.